Anne Boleyn, au niveau de sa date de naissance, il y a quelques trous. On situe sa date de naissance entre 1501, 1503, voire grand maximum 1507. Selon les sources et selon, on va dire, les auteurs, c'est soit l'une des trois dates, soit plus vers 1507. Ce sont en fait des choses assez approximatives. Anne Boleyn est la fille de Thomas Boleyn, qui est d'origine roturière. Ses ancêtres sont, avant toute chose, étaient d'abord des marchands et non pas des nobles. Et sa mère, Elisabeth d'York, qui elle, par contre, est d'origine noble. Donc en fait, c'est un mélange entre un père roturier et une mère noble. Donc elle a quand même du sang noble dans les veines par sa mère et non pas par son père. Elle a également un frère et une sœur, sa sœur Marie, née en 1499, et son frère Georges, qui est né aux alentours des 1503. On ne sait pas beaucoup de choses en fait au niveau du lieu de sa naissance. On va trouver tantôt des informations comme quoi elle est née à Blackkinghall ou dans sa demeure familiale de Evers qui existe. On a très peu d'informations sur son enfant, sur la petite fille qu'elle a eu été. On sait que à sa naissance, ses parents ont été un peu surpris de voir que c'est une petite brunette qui est née avec des yeux extrêmement foncés, une chevelure extrêmement foncée et ce qu'on va qualifier de peau mate. Alors peau mate, il faut mettre peut-être des nuances là-dedans. C'est probablement un style méditerranéen, certainement ce qu'on peut entendre par style méditerranéen, c'est-à-dire un teint avec des sous-tons un peu olivâtres, des sous-tons un peu verts. Donc ça, c'est des sous-tons en fait qui sont pas très courants pour l'Angleterre de l'époque, mais qui existent néanmoins. Comme je disais, on a peu d'informations sur son enfance. On a très peu de sources de l'époque. Certaines mentionnent qu'elle est rentrée au service de Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, comme demoiselle de compagnie, où elle aurait appris l'apprentissage du français, elle aurait reçu une autre éducation. Et d'autres se pencheraient plus sur le fait qu'elle aurait été tout simplement éduquée par un précepteur au même titre que son frère. Donc elle aurait vécu plus dans le cocon familial. On est dans les années plus 1510, donc au tout début de la vie de cette jeune fille. Physiquement, on n'a pas forcément de description de ce qu'elle était physiquement. Certains vont dire qu'elle avait des yeux globuleux, d'autres vont dire qu'elle a un sixième doigt. C'est un peu à prendre avec des pincettes ce genre de description, sachant qu'on voulait bien un peu caricaturer en disant qu'elle était laide, qu'elle était pas belle. Mais elle se distingue surtout par sa nature plus gaie, enjouée, et surtout par une intelligence, on va dire, peut-être peu commune pour l'époque. Ce qu'on peut noter éventuellement, c'est que lors du voyage de Marie Tudor, donc la sœur d'Henri VIII, vers la France pour aller épouser le roi Louis XII qui était dernier roi médiévaux, si je peux dire ça ainsi, Anne aurait probablement été du voyage, mais on n'en est vraiment pas sûr. C'est vraiment quelque chose, on va dire, d'approximatif. On est dans les années 1514 et on ne sait pas vraiment si la petite fille a été du voyage ou si simplement ça a été juste une coïncidence, la mention de la petite fille. Toujours est-il que son père, Thomas Boleyn, l'était, donc très probablement qu'il a été sa fille avec lui. On n'en est pas sûr. Marie Tudor a été une reine, comme on dit, éphémère, puisque son futur époux meurt quelque temps tard, donc Louis XII meurt, et qui va lui succéder, c'est un parent éloigné valois, celui qu'on va connaître sous le nom de François Ier, qui est une branche un peu parallèle de la famille royale de l'époque. Ce sera plus celui qui va être roi de France. Donc François Ier va épouser Claude de France, donc la reine Claude, rien à voir avec la prune, qui est la fille unique du roi Louis XII et de Anne de Bretagne. Donc Anne Boleyn va rentrer donc au service de la reine Claude de France. On va dire que c'est un peu le pied à l'étrier pour cette jeune fille, cette petite anglaise qui débarque de son Angleterre austère, qui va débarquer dans une ambiance tout à fait différente, avec des gens tout à fait différents, et on va dire un style de vie beaucoup plus différent. Anne Boleyn va avoir ce qu'on va appeler de jeunesse française plus qu'anglaise. La jeunesse de Anne en France est une jeunesse heureuse, insouciante, à la cour de France bien sûr, mais tout de même soumise à certains codes, ce qu'on va appeler l'étiquette, cette fameuse étiquette qu'on va retrouver au temps de Louis XIV, et même après, elle s'est déjà mise en place au temps de François. En grandissant, elle va se caractériser par sa beauté, mais aussi par son intelligence et sa culture. On retrouve toujours ces deux mêmes adjectifs la caractérisant, culture, intelligence. Cette reine va avoir une très grande influence sur la jeune fille, puisque cette reine se distingue tant par sa piété que par sa générosité. C'est une reine très pieuse qui est réputée très effacée et très calme comparée à son volage de mari. Elle va lui demeurer fidèle jusqu'à la fin, point qu'elle a eu au moins 10 enfants avec le roi. Anne va beaucoup prendre exemple sur justement la reine Claude de France, déjà à cet âge-là, mais en grandissant, elle va garder cette influence et elle va garder peut-être cette éducation qu'elle aura eue justement avec cette femme. Pendant son séjour, son très long séjour à la cour de France, elle va avoir l'apprentissage du français, c'est une des reines les plus francophiles que l'on connaisse, sous Henri VIII. Elle va apprendre tout ce qui est art de la broderie, de la danse, du chant. Elle va se distinguer un peu par ses disciplines et tout cet attrait qui entoure un peu le côté renaissance italienne. Elle va être vraiment
vraiment très attirée par tous ces arts. Elle évolue aussi dans un environnement qui est assez raffiné. Dans ce contexte assez humanisme, certes, il va y avoir l'influence pieuse de Claude de France qui va être vraiment très présent dans l'esprit de la jeune fille, mais il va y avoir également le côté très humaniste qui va également faire partie un peu de ces influences auxquelles Anne ne va pas être insensible, et il va y avoir plus tard également l'influence de la réforme protestante. Avec tout cet apprentissage, Anne va également s'exercer un peu aux arts de la séduction, aux arts de plaire. Elle séduit par un certain nombre d'atouts, mais aussi par son élégance, mais elle n'est pas, à la différence peut-être de sa sœur Marie, qu'on va un peu voir comme une fille extrêmement légère, qui se laisse séduire facilement. Elle va demeurer prudente, elle va demeurer beaucoup plus stratège à ce niveau-là. Elle sait très bien ce qui pourrait l'attendre, je pense, déjà à cet âge-là, si jamais un garçon lui mettait la main dessus et si elle tombait enceinte. C'est le déshonneur un peu pour la famille et plus personne n'en veut. À cette époque-là, même si cas de naissance en mariage restait quand même, certains vont dire très rare, d'autres pas du tout, ça reste quand même assez dérangeant. Mais faute de témoignages, quoi qu'il en soit, on ne sait pas par contre un certain nombre de choses. Par exemple, dans les années 1520, au moment enfin, vous avez ce qu'on appelle entre Henri VIII et François Ier, la rencontre Camp du Drap d'Or. Alors, vous allez me dire, le Camp du Drap d'Or, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une rencontre qui s'est faite vers Calais. C'est une rencontre en fait entre les deux seigneurs qui a pour objectif de quoi? De contrer un seigneur beaucoup plus puissant qu'eux, c'est-à-dire l'empereur Charles Quint. On veut mettre un peu en déroute Charles Quint, donc Henri VIII se disait, bah pourquoi pas m'allier avec mon voisin français, même si on s'entend pas trop. C'est ce que les deux hommes vont faire, ils vont se rencontrer justement à cette rencontre d'or. On sait pas trop si Anne était présente ou pas, il n'y a pas forcément, on va dire, d'informations là-dessus, du moins pas ce que les historiens, on va dire, en ont tenu, on ne sait pas trop. Mais quoi qu'il en soit, cette rencontre du Drap d'Or, quoi, ça a été beaucoup de faste, beaucoup de m'as-tu vu, mais rien de concret. C'est pas un échec, mais c'est pas une victoire. Le camp du Drap d'Or en 1520, c'est ça, c'est rien de plus. Arrive le moment où Anne grandissant, Anne devenant une jeune fille, voire une jeune femme, son père commence à réfléchir à quelque chose qui pour l'époque ne va pas choquer, c'est-à-dire qu'il va commencer à penser à la caser. Donc il va chercher un prétendant. Et là, on va aller chercher à créer un mariage arrangé entre Lady Anne et un cousin irlandais qui est James Butler. James Butler, c'est un proche du roi, il est irlandais, et ce mariage pourrait un peu aider à mettre fin à une vieille dispute par rapport au comté de Ormond, qui est à peu près le Manchester actuel. Donc on se dit, si on réunit notre cousin, ce gars-là, avec Lady Anne, bah, c'est tout bénef. Comme ça, on arrête de se disputer, tout va bien. Donc, qu'est-ce que fait son papa? Eh bien, il rappelle sa fille en Angleterre pour que cette dernière se marie. Et le retour pour cette pauvre jeune fille, vous vous imaginez bien, d'une cour raffinée, d'une cour où les échanges d'esprit, où il y a un certain charme, une certaine insouciance, dans cette cour de France qu'on pourrait qualifier de dépravée, mais qui n'était pas du tout, cette cour d'intellectuels, bah, va se succéder cette cour anglaise qui est terre et froide, mais tout comme en fait. L'image en fait de l'Angleterre de l'époque n'est pas, on va dire, une image positive en fait. On voit un peu cette image un peu froide, on va dire un peu rustre. Et Anne, ayant grandi en France, en fait, elle sait pas du tout comment ça va se passer pour elle en Angleterre. Elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Son père, lui, voit une opportunité. Concernant la première apparition de Anne à la d'Henri VIII, les historiens ont des doutes. Certains pensent que sa première apparition est faite aux alentours des années 1522, au moment des festivités de Mardi Gras à York Place, qui est en fait l'actuel palais de Whitehall. Lors, on va dire, de festivités organisées par le cardinal Thomas Wolsey. Thomas Wolsey qui était un proche du roi, qui était son principal ministre, mais aussi il a eu un peu toutes les casquettes. Il a un peu fini un peu comme tous les proches du roi fut un certain temps. Et lors de ces événements de Mardi Gras, il faut se représenter en fait un espèce de théâtre où on vous construit un espèce de château avec des décors grandioses, des espèces, on va dire, de bannières dorées, et où les dames principales de la cour, chaque dame représentait une allégorie de vertu. Anne, elle représentait la persévérance. On suppose que c'est à peu près dans ces moments-là que peut-être le roi l'aurait plus remarqué et peut-être commencé un peu à s'intéresser à elle. On sait pas trop. On sait pas trop, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, même les historiens prennent beaucoup de pincettes là-dessus, mais on peut supposer que c'est à partir de là, en fait, que la jeune fille commence à être vue. À cette cour d'Angleterre vient un peu le temps des premiers amours et aussi le temps des premières déceptions, notamment avec Henry Percy. Henry Percy, qui est un garçon qui est séduisant, qui intéresse la jeune fille, elle s'y intéresse aussi, commence un peu à la séduire aux alentours des années 1523. Il souhaite l'épouser parce que dernier fois amoureux, il a choisi. Le problème, c'est que ce gamin était un oisif. C'était pas, on va dire, un homme au sens qui a
a du caractère. Ses parents, s'apercevant qu'il savait pas faire des choix, il savait pas ce qu'il voulait, on finit un peu par décider à sa place et du coup l'ont forcé à épouser une autre jeune fille qui est Marie Talbot. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont forcé la main. À 20 ans, on imagine bien cette pauvre Lady Anne qui est refroidie, qui a pas forcément envie de renouveler l'expérience de sitôt et qui, bon, a plus envie, on va dire, peut-être de passer à autre chose et de se consacrer à autre chose. Qu'est-ce que décide un peu son papa? Ben, tout simplement, son père, avec une ambition démesurée, tout simplement décide de faire entrer sa fille au service de la reine Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon, c'est la toute première femme d'Henri VIII, donc c'est la fille d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon. Cette pauvre Catherine, malheureusement, est une reine qui est un peu délaissée par son mari, humiliée, et ce que malheureusement on va retenir d'elle, surtout jusqu'à sa répudiation, c'est qu'elle était incapable de donner un fils vivant à son mari. Cette femme a eu 6 enfants, beaucoup sont morts-nés, il n'y a eu qu'un seul survivant, c'est Marie Tudor, qui deviendra plus tard Bloody Mary. C'est une reine malheureusement qui est à la fois en grâce et en disgrâce de son mari. Son mari l'apprécie parce que c'est une femme qui est discrète, c'est une femme qui ne fait pas de vagues, c'est une femme qui est pieuse, mais le truc c'est que malheureusement, étant donné que lui veut un fils par tous les moyens, il en aura, il en aura beaucoup même, mais des fils on va dire naturels, c'est-à-dire des fils hors mariage. Il fera d'ailleurs anoblir l'un d'eux, c'est Henry Fitzroy, mais c'est une reine qui malheureusement en souffrira beaucoup de cette situation. Et c'est d'ailleurs les historiens en retiennent aussi, c'est que c'est une reine qui a pas mal souffert de cette situation et qui malheureusement, étant proche presque de la quarantaine, sait bien que ce ne sera plus possible pour elle d'avoir des enfants. On va maintenant voir un peu justement cette fameuse relation entre Henri et Anne. Il n'y a pas de relation au tout début à proprement parler. La venue de Lady Anne à la cour s'est fait déjà un peu après celle de sa sœur Marie. En 1525, il repère sa sœur. Anne sort du lot, pourquoi? Parce que c'est une beauté peu commune. Comme je vous le dis, et je vous le répète, c'est une fille qui a toujours été un peu hors de la norme. C'est une jeune femme de l'esprit, qui a une éducation, une culture et qui a une beauté qui n'est pas commune. Une brune, les yeux foncés, à la cour d'Angleterre du XVIe siècle, ça va pas courir les rues, je pense. Le roi, désirant Lady Anne, veut pas tarder à lui faire la cour, à lui faire un piment, des cadeaux, tout ça. Donc, elle ne veut pas finir comme sa sœur. Donc, elle connaît la réputation du roi, elle connaît sa tendance un peu à se lasser rapidement de ses conquêtes, donc elle ne souhaite pas être une parmi tant d'autres. Le roi, il la veut, il veut la conquérir, mais il faut d'abord qu'il apprenne à la séduire d'une autre manière qu'en la mettant dans son lit, et à la conquérir d'une autre manière. Anne est sensible à la poésie. Le roi, même érudit, c'était un roi humaniste, quoi qu'on en pense, mais c'était pas un roi qui aimait écrire. Pour ses poèmes, il va faire aider par les poètes de l'époque. Ces poèmes, d'ailleurs, ont été retrouvés par les historiens. On retrouve d'ailleurs ces poèmes à l'intérieur, et ça peut être très 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 cocasse, des livres de prière. Ce sont des mots doux que le roi et Anne s'échangeaient par livres de prière interposés. On a retrouvé des traces de ces poèmes où celui-ci voulait se pâmer d'amour sa conquête, il lui écrivait des lettres enflammées. C'était vraiment une passion dévorante. Et les historiens l'attestent. On a retrouvé également des restes de lettres venant du roi pour s'adoucir. Mais Anne n'est pas bête. Elle ne veut pas se donner à un homme si ce dernier n'est pas son mari. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se déshonorer et elle ne veut pas mettre au monde des bâtards. Elle ne veut pas être considérée comme une prostituée. Ce qui peut tout à fait comprendre et logique. Elle ne veut pas non plus devenir la maîtresse officielle du roi parce que c'est une position déshonorante. C'est une position où on passe, on va dire, en dessous de la reine. On est la deuxième femme roi, mais on n'est pas sa femme, on est sa maîtresse. Ça se fait. Le roi François Ier l'a eu fait d'ailleurs. Mais Anne ne veut pas de ça. Elle veut un mari. Cette dernière va faire une promesse, lui être un peu préjudiciable par la suite. Elle lui fait très clairement comprendre au roi que s'il la veut, doit l'épouser et elle lui donnera des enfants, notamment des fils. Là, vous comprenez bien qu'elle a un peu titillé la corde sensible du roi. Elle n'a pas été totalement stupide, elle a eu un peu une ambition qui était peut-être trop grande pour elle, c'est de vouloir épouser le roi et de vouloir ensuite lui donner des fils. Cette romance entre les deux, cette espèce de jeu de chat et de la souris, du je t'aime un peu moi non plus, va durer de 1525 à 1533, soit un peu plus de 8 ans. À côté de cela, tout le monde sait très bien à la cour que le roi pense pour elle, il n'hésite plus d'ailleurs à s'afficher avec elle, tant dans les fêtes importantes que dans les événements importants, il n'hésite pas à montrer en gros comme sa compagne. On se doute bien que la reine, elle a du mal à avaler
avaler la pilule. Ça va se voir notamment par exemple des célébrations du traité d'Amiens qui va rapprocher la France et l'Angleterre, par exemple en 1527 où Anne est supposée être là. Anne, bon, qui est francophile, qui a certainement peut-être poussé là-dedans. En parallèle de ce contexte, il faut noter que c'est que progressivement, tant la famille de Anne que Anne elle-même va commencer à faire diffuser les idées protestantes, notamment les idées luthériennes, au sein de la cour d'Angleterre. Donc en fait, vous allez me dire, pourquoi en fait Henri VIII est un roi qui est théologien, pieux et un roi humaniste. C'était un roi qui s'intéressait beaucoup aux questions religieuses, qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui a trait à ça. Et du coup, les idées luthériennes et protestantes ont commencé à l'intéresser de plus en plus, notamment sous l'influence du clan Boleyn et sous l'influence en fait de sa maîtresse. Donc en fait, on voit très clairement que Anne a quand même une certaine influence sur le roi, direct ou indirect. Les thèmes de cette époque, mésentente entre le roi Henri VIII et la reine Catherine, on peut citer tout d'abord leur fille Marie qui est très jeune, mais avec le roi qui veut mettre sa mère sur le bas-côté et se consacrer à sa maîtresse. C'est tout un tas d'événements par rapport à Marie qui vont rester, on va dire, ancrés chez elle. Donc c'est une époque, on va dire, de changement pour l'Angleterre, tant par ce roi Tudor que par ce qui va suivre. L'affaire du roi, c'est quoi? C'est un gros sac de nœuds qui a des motivations multiples. Comme je vous l'ai expliqué, Catherine d'Aragon ne plus donner d'enfants. Henri VIII commence un peu à désespérer d'avoir un fils, et du coup, c'est quelque chose qui le taraude. Lui, il veut un fils pour la pérennité de la lignée, ce qui peut paraître logique. Cette motivation d'avoir un fils et avoir Anne qui lui a fait cette fameuse promesse de si vous m'épousez, je vous donnerai des fils, va le pousser peut-être à mettre un pied à l'étrier, à envisager quelque chose, au Moyen-Âge ça se faisait beaucoup, mais pas sous cet angle. C'est-à-dire, il voit l'opportunité, puisque ma femme ne peut me donner d'enfants, je vais divorcer. Ce divorce va se baser aussi sur une autre motivation, c'est que le mariage avec Catherine est vu par le roi comme un mariage incestueux. Et là, vous allez me dire, pardon, il n'a pas épousé sa sœur. Non, il n'a pas épousé sa sœur. En 1510, Henri VIII, Catherine d'Aragon se marie. Catherine d'Aragon avait d'abord épousé le frère aîné du roi, Arthur, mais étant de consistance fragile, il a fini par mourir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour pas perdre la dot, son père va se débrouiller avec le pape de l'époque pour obtenir une dérogation spéciale afin que son second fils puisse épouser juste Catherine. Et cela, malheureusement, n'est pas, on va dire, quelque chose qui est très bien vécu, parce que c'est un roi qui reste quand même un roi très pieux, et parce que il voit un mariage contre nature. Son argumentaire va se baser sur quoi? Il va se baser sur le Lévitique, versets 16, 18, 20 et 21. Je vous renvoie, si vous avez une Bible, regardez-les. En gros, ça stipule que un frère ne doit pas épouser sa belle-sœur. Malheureusement, le roi voit en fait qu'il n'a pas pu avoir de fils vivant une punition divine parce que ce mariage est considéré comme incestueux. Donc, pour lui, c'est un mariage qui doit être annulé parce que c'est un mariage qui est contre nature. Là, vous allez me dire, ça fait beaucoup à avaler. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup à avaler, mais le mari, il faut bien comprendre que le divorce avec Catherine d'Aragon et le mariage avec Anne Boleyn n'est pas la seule raison à ça. Il y a vraiment une raison religieuse derrière, il y a une question d'ordre moral. Alors la raison morale, on est bien d'accord, va venir en second temps des vraies raisons du roi, elle en fait néanmoins partie. Donc le roi est bien décidé à divorcer. Et pour cela, il va se tourner vers le cardinal Wolsey, qui est proche du roi, ministre, chancelier d'Angleterre, tout ce que vous voulez, il a divers bagages, et il est aussi légat du pape. Donc il va lui dire, mon gars, je veux un divorce. Je veux divorcer. Nous sommes en 1527. Wolsey donc prend en charge les négociations. Négociations qui vont être extrêmement difficiles, et le pape Clément VII, qui est le pape de l'époque, n'est pas très chaud en fait pour accorder ce divorce, pour une raison, on va dire, plus ou moins évidente. Catherine d'Aragon est la tante de l'empereur Charles Quint. Charles Quint, c'est quoi? C'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et il est aussi roi d'Espagne. Donc ça veut dire deux grosses entités des deux côtés de la France, et donc un des personnages, un des plus puissants de la chrétienté, ce personnage ado. Donc il se dit, avec un peu de chance, le roi va revenir à la raison, c'est juste une lubie, ça va lui passer, et on n'en reparlera plus d'ici une semaine. Et c'est d'ailleurs ce que le pape lui ordonne, voire l'encourage à faire, pour le bien de tous. Le roi s'entête, demande la réunion d'un tribunal pontifical qui se réunit d'abord à Londres, puis à... Et qu'est-ce qu'ils rendent comme réponse? Ils disent, on refuse d'annuler le mariage, donc le roi, tant pis pour lui. Ce tribunal est une forme quand même d'humiliation pour la reine Catherine. Ce qu'on retient aussi de la reine Catherine de cette époque, c'est que c'est une femme qui s'est comportée avec un grand courage et une grande dignité. C'est une femme qui restait digne et courageuse. Pourquoi? Parce que on va remettre en cause notamment sa virginité au moment du mariage avec son royal époux, notamment avec Henri VIII. Certains vont dire que le mariage a été consommé par des hommes, et d'autres vont dire que non, pas du tout, le mariage n'a jamais été consommé, que là. Donc en fait, il y a le clan de oui, elle est vierge, et les autres,
non, elle n'était pas vierge. Et seule la reine, vous le doutez bien, peut dire si elle était vierge ou pas le jour de son mariage. Et pieuse comme elle était, c'était pas dans son intérêt de mentir. C'est une humiliation, se ressent également au niveau du peuple, et un sentiment anti-pape déjà de base bien présent commence un petit peu à se renforcer. Donc on voit poindre un petit peu une Angleterre qui en a ras le dos de la papauté, qui veut en fait autre chose. Cet échec de l'annulation du mariage du roi va être quelque chose de fatal pour Wolsey, puisqu'il va payer, il va être disgracié, il va perdre tous ses titres et il va être arrêté. Et ce dernier finit par mourir en 1530, en sachant qu'il avait été disgracié un an. Donc Henri VIII commence un peu petit à petit à se dire, le pape peut aller se faire voir, moi j'ai envie de payer les ponts avec la papauté. Ça va passer par plusieurs phases. La première phase va s'étaler à peu près des années 1529 à 1532. Le roi veut mettre un terme en premier lieu à tout ce qui a abus du clergé. Alors les abus du clergé, il faut comprendre richesse du clergé, c'est-à-dire soit les clercs qui ne sont jamais là, soit on va dire l'accumulation des richesses vis-à-vis de ce dernier. Ce qui pourrait paraître peu logique au sens où si le clergé s'enrichissait mais que la population crevait de faim, c'était pas normal. Le roi aussi se fait reconnaître également par une convocation de clercs, chef suprême de l'église anglaise. Donc ça veut dire c'est lui qui décide comment ça se passe en Angleterre au niveau de l'église. En 1532, une autre loi également mise en place, c'est-à-dire une loi de soumission du clergé, c'est-à-dire que le clergé doit se soumettre au roi et non plus au pape. C'est-à-dire que le roi peut se permettre un droit de regard dans les affaires ecclésiastiques, ce qui est une grande première pour l'époque. Vous vous doutez bien que ce n'est pas bien vu par tout le monde et que la pilule passe difficilement. Elle s'est fait reconnaître marque. Donc, comté de Pembroke, c'était une terre qui appartenait au roi. Entre-temps, elle a fini par céder au roi 1533, se marier. En 1533, ce qu'il faut aussi également retenir, c'est qu'avant que le roi se marie avec Anne, celui-ci décide tout simplement d'annuler son premier mariage. Ce dernier est considéré comme nul et non avenu, et donc Catherine est obligée de partir de la cour, d'aller s'exiler. Anne a tout le champ libre pour pouvoir être tranquille. Donc Anne a été anoblie l'année d'avant, elle va épouser son royal époux. Anne est enceinte, au moment où elle épouse en secret son royal époux, en 1503, elle sera pas reine à ce moment-là, n'est pas couronnée reine. Attention, c'est bien plus tard que ça le devient, s'est juste mariée avec. Elle est enceinte, fameux fils qu'elle a promis au roi. On va dire que pour elle, la boucle était clé, la promesse avait été remplie. En juin de la même année, cette dernière se fait couronner reine à Westminster. En 1533-1534, j'ai mis les deux dates d'un ouvrage à l'autre, il y avait les deux. Quand la reine accouche, et c'est un petit peu la soupe à la grimace. Vous vous doutez bien pourquoi, ce n'est pas un fils, c'est une fille. C'est une fille qu'elle met au monde, c'est une petite Élisabeth qu'elle met au monde. Et vous savez, et vous vous doutez bien que ce sera Élisabeth, la grande reine Élisabeth Ier. Et là, le roi déchante complètement. Là, on se doute bien que ce grand gaillard qui a tenu tête à tout le monde, qui disait « ma femme est enceinte d'un fils », quand il voit une fille, le roi est déçu et plus que déçu. D'ailleurs, au baptême de sa fille, ce dernier va se dispenser complètement d'y assister. Donc vous imaginez bien un peu la déception. La naissance d'Élisabeth va entraîner pas mal de choses. Notamment, il faut en urgence adapter la législation, qu'Élisabeth soit dans l'ordre de succession. Où normalement, la couronne devrait aller au fils d'Anne, au futur fils d'Anne, sinon à Élisabeth. Et là, vous voulez me dire, et Marie, qu'est-ce qu'elle devient? Marie, considérée comme bâtarde, elle a été déchue de son titre de princesse, même si son entourage va continuer à l'appeler princesse Marie, elle sera toujours considérée comme bâtarde. Donc, Élisabeth, si elle est la seule fille du couple à être née, ce sera donc elle qui sera en premier ordre de succession. Un statut autre va également être voté, notamment un statut mentionnant tous les sujets doivent voter serment, car ils doivent s'engager à reconnaître la validité du mariage entre Henri VIII et Anne Boleyn. Ce qui ne va pas être le cas de tout le monde, car vous savez bien que tout le monde, on va dire, n'a pas vu cette union d'un bon oeil, surtout, on va dire, les proches de Catherine, ceux qui avaient beaucoup d'affection pour la reine, même le peuple qui adulait la reine Catherine. C'est pas quelque chose qui s'est fait, on va dire, très facilement. Les contemporains, d'ailleurs, ne considèrent absolument pas Anne comme la reine d'Angleterre. Eustache Chapuis, qui était ambassadeur espagnol dans ses écrits, va la qualifier de concubine. Concubine, c'est un mot fort qui veut dire elle n'est pas l'épouse. Donc ça veut dire que concrètement que malgré le fait que Anne soit couronnée reine, le peuple et d'autres contemporains ne la verront jamais comme reine. Ce sera toujours Catherine. Anne aura toujours l'ombre de Catherine au-dessus de sa tête. Et ça, elle en a conscience. Ça va la déranger longtemps, jusqu'à la mort de Catherine, mais elle sait concrètement, beaucoup de personnes ne la considéreront jamais comme reine. Le roi lui-même d'ailleurs, peut-être commence un peu à regretter d'avoir fait ce qu'il a fait, ou peut-être pas, car il cherche quand même à voir sa fille Marie en cachette de sa femme, parce que sa femme ne voit pas du tout d'un bon œil le fait royal fou à y voir sa fille aînée. Après Élisabeth, les choses se corsent beaucoup pour Anne, malgré ses nombreuses, on va dire, fois où elle tombe enceinte. Malheureusement, ça va se solder par des fausses couches à répétition. Et les fausses couches à répétition, on
a la même schématisation involontaire en fait entre les deux femmes. Durant les 3 années que Anne va être reine, Anne va quand même rester, malgré le fait qu'une femme qui aime beaucoup la mode, qui a un certain goût, ça reste une femme qui reste quand même très pieuse. Elle fait beaucoup de dépenses des plus démunis, donne beaucoup pour des œuvres de charité. Donc c'est une femme quand même qui a gardé cet esprit pieux du temps où elle était avec Catherine, aussi peu de temps cela a été, mais surtout du temps où elle a été avec Claude de France. Donc en fait, malgré le fait que ce soit une femme qui était de son temps, c'est-à-dire axée sur la mode, axée sur la culture, axée sur beaucoup de choses, ça reste une femme très pieuse. C'est une reine mécène. De nombreux artistes d'ailleurs gravitent autour d'elle. On peut signaler par exemple Hans Holbein le jeune, c'est-à-dire le fils, qui profite du mécénat de la reine et qui va être introduit par la reine, mais aussi Nicolas Bourdon, qui est un poète français qui n'est pas forcément bien vu aussi en France, mais il y a cet esprit influence renaissance italienne en fait qui règne dans l'entourage de Anne, dans l'esprit de Anne. Anne va porter ce côté un peu frais, ce côté un peu plus raffiné, moins rustre qui manquait justement à la cour d'Henri VIII, et ce qui fait que c'est une reine quand même qui est proche des artistes, proche de la culture, proche de beaucoup de choses. C'est une reine qui a gardé un peu ce côté extrêmement français. C'est une reine qui est francophile, donc ça veut dire que c'est une reine qui parle très bien le français, et c'est une reine aussi qui a gardé tout ce qu'elle a appris, toutes ses influences qu'elle a vues à la cour de France. Donc c'est vraiment quelqu'un à qui on peut reprocher énormément de choses, mais qui avait ce côté frais, pétillant, qui faisait peut-être défaut à cette cour austère d'Angleterre. Malheureusement, Anne a beau avoir tous ses côtés intellectuels et tout ça, les années passent et malheureusement Anne n'arrive pas à donner de fils au roi. C'est un gros problème dans le couple. Le roi commence sérieusement à s'impatienter. Il supporte de moins en moins peut-être aussi la jalousie de sa femme. Vous imaginez bien que après tout ce qui s'est passé, elle n'a pas forcément envie de voir son mari ailleurs. Mais malheureusement, c'est un roi volage. Donc ce dernier commence à moins supporter d'ailleurs les scènes de ménage qu'elle lui fait. Donc il faut s'imaginer un couple qui a ses problèmes. Elle n'arrive pas à donner de fils. Quand elle est enceinte, elle fait des fausses couches. Donc déjà, mentalement pour une femme, ça doit être éprouvant. Avec un caractère extrêmement impulsif comme elle a, ça doit pas plaire au roi. Le roi est très habitué au caractère effacé de Catherine. Bien sûr, une femme qui tient tête, ça lui plaît pas trop. Et surtout, très certainement, toutes les aventures qu'il doit avoir dans son dos. Bref. Anne, quand même une reine qui a un proie au doute. Celle-ci arrive quand même à se distraire, notamment par le goût de la conversation, par le goût des réceptions qu'elle doit donner certainement dans ses appartements ou même à la cour. Elle essaie de se distraire autant que possible. Elle est entourée de le peu de famille proche qu'elle lui reste, puisqu'elle a banni sa sœur parce que cette dernière ne lui a pas demandé la permission d'épouser Arthur. Et il y a toujours ce problème comme je vous l'ai déjà dit, qu'elle n'est pas reconnue comme ça. C'est un problème qui va demeurer jusqu'à sa mort, malheureusement. Elle ne sera jamais considérée comme reine d'Angleterre. À la mort de Catherine, cette dernière est enceinte, et certains historiens voient dans la mort de Catherine, pour Anne, la perte d'un atout un peu indirect. Du vivant de Catherine, en fait, personne n'aurait jamais trouvé à redire sur le mariage du roi avec Anne. Personne n'aurait trouvé à redire, personne n'aurait commencé à critiquer. Avec la mort de Catherine, malheureusement, et avec le fait que Anne a du mal à donner un fils au roi, Anne voit sa position qui commence un peu à se fragiliser. C'est-à-dire que Catherine n'étant plus là, ça commence à pas sentir très très bon pour cette reine. Donc il faut que le prochain bébé né soit un fils pour que le contrat soit rempli. Ce qu'on peut noter, c'est que Anne, ayant parfaitement conscience des difficultés à donner un fils, qu'une fille ne va pas suffire au roi, elle va tenter, tant bien que mal, à se rapprocher de Marie à plusieurs reprises. Notamment, au début, elle la considérerait comme sa fille si elle reconnaissait son mariage avec son père, que cette dernière refusait. Et à la mort de Catherine, elle va réessayer de se rapprocher de Marie. Marie l'ignore, parce que sa mère est morte, elle a autre chose à faire. Qu'en 1536, elle perd son bébé, que le roi commence un peu à remettre en cause son mariage avec elle, en disant, ça c'est les historiens qui se basent dessus, que ce dernier a été victime de sorcellerie, qu'il a été envoûté. Le roi, en fait, se lasse de sa femme et s'en lasse comme il s'est lassé de Catherine, et commence à s'intéresser à une toute jeune demoiselle d'honneur, Jane Seymour. Jane Seymour qui est issue d'une vieille famille anglaise. Anne tente de la chasser parce qu'elle voit très très bien le manège qui se passe, sauf Anne commence à voir avec le rapprochement justement de son mari et de Seymour, sa position de plus en plus fragile, d'autant plus qu'à la cour, 2 personnes tentent de se débarrasser d'elle. Son mari, qui est devenu gênante parce qu'elle n'arrive pas à lui donner de fils et il en a marre de son mauvais caractère, et un allié au début qui est un ami mais qui devient son ennemi par la suite parce qu'il n'a plus besoin d'elle. C'est Thomas Cromwell. Thomas Cromwell, c'est un personnage
personnage qui est un peu particulier, qui a profité en fait de Anne pour son ascension, et maintenant il la trouve gênante, donc il veut s'en débarrasser. Pour se débarrasser de cette reine dite gênante, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver des dossiers compromettants sur elle. Et quand je dis dossier, il faut comprendre, est-ce que la reine a des amants? Est-ce que la reine a trahi l'Angleterre? Est-ce que la reine fait certaines choses? Donc Cromwell va renifler un peu partout et il va chercher des éléments à charge contre la. De nombreuses personnes vont être interrogées, et quand je dis interroger, c'est torturer. Un musicien du nom de Mark Smeaton, et il va avouer un certain nombre de choses, notamment qu'il a certainement eu une relation avec un certain nombre d'accusations vont être formulées contre elle. Alors, il faut quand même comprendre une chose, ce procès est une mascarade de procès. Les contemporains et même Eustache Chapuis va quand même comprendre dans ses écrits que c'est une mascarade de procès où il n'y a pas de vrais aveux, où il n'y a pas de vraies accusations. On veut se débarrasser d'Anne Boleyn. Thomas Cromwell va chercher à monter un dossier contre elle. Toutes les accusations d'ailleurs va tenir, torture, vont être rapportées au roi, et de tous ces soi-disant amants, tout le monde va y passer. Tout le monde va être interrogé, très certainement tout l'entourage va y passer. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce procès? C'est d'abord, comme je vous ai dit, une mascarade de procès, où la reine est accusée d'adultère, en premier lieu. Ces accusations vont être réunies par Cromwell, ces accusations d'ailleurs qui permettent à Anne Boleyn d'être arrêtée, et cette dernière va être arrêtée pour trahison, d'abord, surtout pour trahison, en premier lieu, parce que les accusations d'adultère vont venir bien après, et conduite à la Tour de Londres. Le procès qui va s'en suivre pour elle et supposés amants, c'est une mascarade car on va accuser la reine de choses qui sont, on va dire, inimaginables, notamment le fait que cette dernière a eu des relations incestueuses avec son. On va l'accuser d'avoir eu des relations avec 3 personnes. Il y a entre autres Mark Smeaton, le musicien, il va y avoir Sir Henry Norris, il va y avoir surtout George Boleyn, son frère. Donc déjà, ces 3 protagonistes vont être accusés d'être les amants de la reine. Ça va être un procès éclair, un procès où on va avoir des accusateurs et accusés qui vont se défendre tant bien que mal, mais on cherche à se débarrasser d'une reine gênante, donc on va avoir des dommages collatéraux. Le procès se fait, peu de temps, et le verdict tombe. George Boleyn, adultère et inceste, déjà ça fait plaisir. Henry Norris, adultère et trahison, et Mark Smeaton, adultère et déjà c'est fait. Les 3 supposés amants vont être décapités. La reine, elle, va avoir le double jackpot, c'est-à-dire qu'elle va être accusée non seulement d'adultère, ce qui est faux, les historiens d'ailleurs s'accordent pour dire que c'est faux, de trahison, faux également, et d'inceste qui était faux. Donc ça a été attesté par les historiens bien plus tard. Cette dernière est également condamnée à mort. Thomas Cranmer, protestant anglican, va déclarer le mariage nul et bienvenu. Donc Anne, non seulement voit son mariage annulé, mais en plus sa fille va être considérée comme bâtarde, donc au même point que Marie. Le roi accorde quand même une petite faveur à sa femme, qui est, sa femme ne souhaite pas être décapitée à la hache, mais à l'épée. Son ex-mari le lui accorde avant. La reine meurt décapitée le 19 mai 1506. Ce que Eustache Chapuis, ambassadeur de Charles Quint, va noter d'ailleurs dans ses écrits par rapport à elle. Pourtant, il n'éprouve aucune sympathie pour elle. Anne, pour lui, c'était vraiment, on va dire, prostituée. Il va reconnaître quand même que ce procès est une mascarade, plus ou moins, que celui-ci s'est fait sans preuve valable et sans confession. Ça s'est juste fait sur des preuves fabriquées et sur des allégations qui sont fausses. On a voulu se débarrasser de cette femme parce qu'elle était gênante, parce que le roi voulait se remarier peu de temps après avec sa nouvelle conquête qui était Jane Seymour. Jane Seymour d'ailleurs qui ne fera pas long feu, elle va mourir quasiment en couche peu de temps après. Peña María Ignacia Augusta de Montijo, de Guzmán y la Palafox, Fernández de Córdoba, Leiva y de la Cerda, Comtesse de Teba, de Baños, de Mora, de Santa de la Cruz de la Sierra, Marquise de Moya, de Ardales de Ocera, Vicomtesse de la Calzada et Grande d'Espagne de première classe, est née le 5 mai 1826 à Grenade en Espagne et elle meurt le 11 juillet 1920 à Madrid à l'âge vénérable de 94 ans. Elle est la fille de Don Cipriano de Guzmán y Cabrero, un bonapartiste qui avait juré fidélité à Joseph Bonaparte, frère du grand Napoléon Bonaparte, et de Maria Manuela Kirkpatrick, une roturière d'origine écossaise, mais dont la famille s'était installée à Malaga. Quand Eugénie est née, c'est un bébé qui vient au monde 15 jours avant terme, au sein d'un couple assez original dans sa composition. Son père est un noble bonapartiste, et sa mère est ce qu'on a appelé autrefois une roturière, ou c'est comme ça plus ou moins qu'on qualifiait les bourgeois, dont le mariage est célébré en 1817. Avec la reprise du pays par Ferdinand VII à la chute du grand empire de Napoléon Ier, Don Cipriano est assigné à résidence et il est extrêmement surveillé comme beaucoup de sympathisants bonapartistes de l'époque. C'est dans ce contexte que vient au monde leur première fille, Francisca, qui sera appelée Paca jusqu'à sa mort, le 25 janvier 1825, et un an plus tard,
naquit Eugénie. La venue de ces enfants fait le bonheur du couple, même si le couple connaît quand même quelques difficultés. Les deux fillettes sont élevées dans le culte de Napoléon Bonaparte, donc dans une ambiance très bonapartiste, et c'est Eugénie qui va être la plus sensible justement au récit de ce père bonapartiste qu'elle admire tant et qu'elle admirera jusqu'à la fin. En effet, son père lui raconte les souvenirs de ses combats, donc justement de cette période où il était fidèle à Joseph Bonaparte, mais également ce dernier transmet à sa fille ses idées politiques, mais il pousse également sa fille, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement peu banal pour l'époque, il la pousse à avoir un esprit libre et un esprit assez ouvert, et il pousse également cette dernière à suivre ses idées. Cela montre une véritable complicité entre ce père bonapartiste qui aura toute l'admiration de sa fille jusqu'à la fin et qui va enseigner à sa fille cette notion un peu d'esprit libre, d'esprit un petit peu hors des normes, et il l'encourage justement à le développer. La jeune Eugénie partage également avec ce père la passion des sorties extérieures, comme par exemple les randonnées ou les grandes marches, et surtout le goût de l'exercice physique. Eugénie va garder ce goût de l'exercice physique tout au long de sa vie, notamment quand elle va être impératrice, elle va continuer à pratiquer, mais dès sa plus jeune enfance déjà, elle a ce goût un peu du sport, de ce que nous on va appeler du sport, et elle va le garder pendant très longtemps. C'est d'ailleurs un peu une espèce de mode très souvent au 19e siècle, et on le voit par exemple avec Sissi l'impératrice, cette mode du sport que ont certaines jeunes filles de l'époque, à savoir l'entretien physique. Et malgré deux enfants qui font le bonheur des deux parents, avec chacun leur préférence, Paca va être la préférée de sa mère et Eugénie la préférée de papa, le couple quand même n'est pas très heureux, ne s'entend pas extrêmement bien, et ils doivent faire face à de gros problèmes financiers parce que Manuela, la comtesse Manuela, a tendance à beaucoup trop dépenser au goût de son mari, et souvent elle accumule beaucoup de dettes. Toutefois, en 1830, Don Cipriano va avoir un petit coup de pouce du destin, dans le sens où le roi Ferdinand VII cherche quelques soutiens, et il doit faire face surtout à une crise de succession, parce que, rappelez-vous, la période bonapartiste est une espèce d'interruption en Espagne justement du règne de Ferdinand VII, et justement Ferdinand VII, pour avoir un peu plus d'appui, va chercher du soutien auprès de personnes dont il n'aurait pas eu, on va dire, l'idée d'aller voir de prime abord. Et c'est à ce moment-là justement que ce dernier va se tourner vers les libéraux, vers les anciens partisans de Bonaparte. Il va faire un petit peu le tour de un peu ses ennemis entre guillemets, et c'est justement à ce moment-là que le père d'Eugénie, Don Cipriano, va avoir un peu un ticket gagnant, dans le sens où la famille va avoir un autre mode de vie que ce qu'ils ont connu déjà. Donc ça va être la fin de cette assignation à résidence que Don Cipriano et sa famille avaient pour avoir un mode de vie beaucoup plus luxueux, enfin du moins vivre mieux que ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Donc la famille va s'installer à Madrid, donc centre un peu politique de l'époque, et le couple va mener une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante, dans le sens où ils vont côtoyer les personnalités politiques, de l'armée, de la littérature espagnole, mais également française et britannique, et un mode de vie beaucoup plus riche, ouvert à d'autres horizons, et justement c'est ce qui va faire que la famille va prendre un plus en plus d'importance à ce moment-là. Toutefois, malgré cette amélioration de la situation de la famille, la mère d'Eugénie aime cette vie très mondaine et aime beaucoup dépenser, accumuler les dettes au goût de son mari, qui préfère mener une vie beaucoup plus simple, qui n'aime pas du tout ce genre de vie, et qui plus est, le père d'Eugénie, vu que la situation s'améliore, vu qu'il a des responsabilités qui vont se greffer, aura tendance un peu à s'absenter également de ce mode de vie mondain. En 1834, un autre événement va bouleverser la famille, et notamment surtout le mode de vie de la famille. En effet, l'oncle d'Eugénie meurt, et c'est son père donc qui va hériter des titres, donc d'abord le titre de comte de Montiro, c'est lui qui va en hériter en premier lieu. Bien avant Eugénie, il va hériter des titres, des terres et de la fortune de celui-ci, mais également des charges qu'il occupait au sein par exemple du Sénat, charges qui étaient avant à son frère. Ce dernier va également en hériter à sa mort. La famille donc voit encore plus son mode de vie s'améliorer, son mode de vie s'enrichir, et de Madrid, où ils occupaient un logement beaucoup plus grand mais pas non très luxueux, ils vont emménager dans un palais à Madrid, à la Plaza de Angel, ce qui fait que la famille va encore, on va dire, voir son mode de vie s'enrichir et surtout s'améliorer encore plus. Toutefois, malgré cette amélioration de leur mode de vie, un contexte de tension est quand même relativement palpable, dans le sens où une guerre civile s'est enclenchée suite à cette succession chaotique de Ferdinand VII, on en a un peu parlé, qui a commencé déjà en 1833. Donc on voit très bien que cette amélioration de la famille Montiro de Guzman ne se fait pas dans un contexte serein, elle se fait dans un contexte bien particulier, et c'est un contexte qui est très anxiogène déjà dès à ce moment-là, où on voit que le peuple est prêt à imploser. Et en plus de
cette guerre civile, il va s'ajouter une épidémie de choléra. Le choléra est une maladie qui est très présente à cette époque-là. On va retrouver des épidémies de choléra un peu partout. Et justement, en Espagne, cette épidémie va justement être présente à ce moment-là. Dans ce contexte d'insécurité, malgré beaucoup de choses, la famille va décider de partir. Mais elle va partir sans Don Cipriano, puisque celui-ci est retenu au Sénat, parce qu'il a récupéré la charge justement de son frère. C'est donc la comtesse Manuela et ses deux filles qui partent. Et elles veulent rejoindre Paris. Elles veulent aller se réfugier à Paris. Loin de ce climat anxiogène de guerre civile, mais aussi loin de l'épidémie de choléra, qui était une épidémie qui faisait énormément de morts, puisque le choléra ne se soignait pas extrêmement bien à cette époque-là. Et pour partir d'Espagne sans être remarquée, cette dernière va avoir une idée assez originale, puisque la famille va quitter, donc la famille, je parle de la mère et des deux filles, elles vont quitter justement l'Espagne à bord d'un convoi de toreros avant d'arriver en France. Donc on s'imagine bien le périple qui a dû être le leur. Elles arrivent en France à Perpignan, et de Perpignan, elles vont mettre tout en œuvre pour pouvoir rejoindre Paris. Il faut bien comprendre que à ce moment-là, on est toujours en 1834, donc on imagine très bien que toutes ces données-là font que la comtesse veut mettre à l'abri ses enfants, et Don Cipriano est obligé de rester en Espagne, mon gré malgré, si je peux dire ça ainsi, pour assurer ses charges, et la comtesse pense surtout à protéger ses filles, soit de débordements dus à la guerre civile, soit de l'épidémie, ce qui est totalement normal. Et à cette époque-là, la petite Eugénie n'a que 8 ans, du moins elle n'a pas tout à fait une dizaine d'années. Concernant l'éducation de la petite Eugénie et de la petite Francisca, ou Paca, parce qu'on va l'appeler Paca tout au long de sa vie, cette éducation est un petit peu mise de côté, plus ou moins mise de côté, puisqu'elle va quand même avoir des précepteurs assez connus, mais ce n'est pas tout à fait ça, on va dire. Les deux enfants sont considérés d'abord comme des adultes et pas forcément comme des enfants comme nous l'entendrons aujourd'hui, donc ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment une discipline et un apprentissage de l'éducation qui est quand même bien soutenu pour les deux fillettes. Toutefois, malgré ces lacunes, Eugénie bénéficie d'un enseignement de précepteurs connus, comme par exemple Stendhal ou Mérimée, donc des auteurs quand même français, des auteurs que nous connaissons tous, qui ont été justement les précepteurs de la petite Eugénie, mais c'est pas forcément l'élève la plus assidue, l'élève, on va dire, qui a envie d'apprendre justement à ce moment-là. Ils ne parviennent pas à lui inculquer ce goût justement de l'apprentissage au sens où on l'entendait à l'époque. Donc la petite Eugénie, c'était une petite fille qui était plutôt axée sur tout ce qui était sur l'extérieur et pas forcément, on va dire, apprendre dans une salle de classe comme on peut se l'imaginer. En effet, Eugénie est une enfant que l'on pourrait qualifier d'hyperactive ou du moins de têtue, une enfant, on va dire, qui ne tient pas en place. Elle a notamment un manque de concentration que beaucoup le lui accordent face à l'entêtement de sa fille cadette. La comtesse va prendre des mesures assez radicales, à savoir qu'elle va l'inscrire, elle et sa sœur, au couvent des Dames du Sacré-Cœur à Paris, et où cette dernière va côtoyer des enfants, des élèves de haut niveau, pensant certainement que la petite va acquérir le goût de l'effort, le goût de l'apprentissage, puisque ses précepteurs ont échoué préalablement. Dans cet établissement, les deux fillettes sont en pension, et la comtesse, qui avait très souvent la bougeotte, parce qu'elle aimait beaucoup voyager, avait le champ libre de ses mouvements pour aller à Londres. Donc les deux fillettes étaient en pension et la mère avait le champ libre. Dans cet établissement, Eugénie supporte assez mal cet enfermement, ce cadre un peu très strict entre guillemets, parce que ce n'était pas si strict que ça, ce n'était pas un établissement aussi sévère que sa mère certainement se l'imaginait, mais cela ne convenait pas justement à la petite fille. C'était une enfant très bavarde, donc une enfant, on va dire, qui n'était pas, on va dire, une enfant sage entre guillemets, et cette dernière avait beaucoup de mal à se taire, surtout pendant l'heure des repas. Donc on s'imagine bien les sœurs justement du Sacré-Cœur qui devaient un petit peu la regarder avec un regard noir, cette petite fille très bavarde qui est la jeune Eugénie à l'époque, et c'est une enfant qui ne s'entend pas avec les autres filles de son âge, préférant la compagnie des adultes. Donc on voit que c'est une enfant qui a grandi au milieu des adultes principalement et pas au milieu des enfants. Donc ce qui fait que c'est une enfant qu'on pourrait presque qualifier en décalage de ce qu'on pourrait dire de nos jours par rapport aux autres. Son père, qui connaissait très bien sa fille et qui connaissait le tempérament de sa fille, voit que sa fille n'est pas très heureuse dans ce couvent, voit à quel point elle n'est pas à son aise, décide tout simplement de l'inscrire au gymnase normal civil et orthosomatique, donc travaille le corps gymnastique mais aussi tout ce qui est le bienfait du corps, bienfait du sport surtout, et où cette dernière va pratiquer des exercices physiques, à savoir la natation et l'équitation. Natation qu'elle va toujours pratiquer plus à l'âge adulte. Mais son père l'inscrit là-dedans parce qu'il sait que sa fille a besoin de se dépenser, il sait qu'elle a besoin de bouger, mais malgré tout, elle reste très réfractaire à la discipline. Donc ça reste une enfant qui est très active et qui a du mal à se laisser dompter. On peut imaginer une petite Eugénie très têtue
têtue, qui a besoin de sortir, qui a besoin de bouger et qui n'aime pas ni la discipline ni l'enfermement. On pourrait s'imaginer la jeune fille exactement comme ça. En avril 1837, la comtesse reprend ses filles et elles embarquent pour l'Angleterre. La comtesse Manuela aimait beaucoup justement aller en Angleterre. Et à ce moment-là, Eugénie et Paca sont deux adolescentes et la mère décide tout simplement de mettre en pension les deux adolescentes à Clifton pendant 3 mois, le temps qu'elles y restent. Puis elles rentrent à Paris comme si ne rien n'était, si on peut dire ça ainsi, donc elles y restent un certain moment. Mais voilà, la mère, on peut s'imaginer, s'apercevant que le couvent du Sacré-Cœur a du mal un petit peu à les canaliser, s'est dit, mais je vais les prendre avec moi et je vais les mettre dans une autre pension, on va voir ce que ça donne. L'année 1839 est une année particulièrement difficile pour la petite Eugénie, puisque cette dernière va connaître des moments extrêmement difficiles, à savoir qu'elle va perdre son père, Don Cipriano, ce père qu'elle admirait tant, ce père qu'elle aimait tant, va le perdre justement cette année-là. La comtesse, quand elle apprend la maladie de son mari, est déjà présente, alors que les enfants sont toujours à Paris avec une gouvernante, et les deux fillettes vont rejoindre leur mère quelques temps plus tard. C'est un événement qui va beaucoup marquer la jeune Eugénie et qui va lui manquer. En 1842, Eugénie et Paca sont deux adolescentes qui commencent à faire tourner les têtes de beaucoup de prétendants, et on va connaître justement quelques prétendants à Eugénie qui vont être à la fois ses premiers amours, ses premiers flirts, ses premiers béguins, si on peut dire ça comme ça, mais aussi ses premières déceptions en matière amoureuse. Eugénie tombe dans un premier temps amoureuse de Duc d'Albe, donc un jeune garçon, qui est décrit comme un jeune homme assez ténébreux, grave, mais à la fois très timide. Donc on imagine bien un peu le ténébreux de nos jours que nous connaissons, et pour qui Eugénie va avoir un amour quasi ardent. Elle va être très éprise de ce jeune homme et elle va lui écrire des lettres enflammées. Mais malheureusement pour elle, sa mère a un autre plan à ce niveau-là. Elle va décider tout simplement d'annoncer des fiançailles publiques entre ce jeune homme et Paca, blessant ainsi la jeune fille, on peut se l'imaginer, et mettant le jeune duc d'Albe un peu au pied du mur, malheureusement. On voit que la préférence déjà de la comtesse pour Paca est déjà plus que marquée, parce qu'un duc quand même, ce n'est pas rien, et que la petite Eugénie malheureusement va être un peu laissée pour compte sur ce coup-là, et ce manque d'affection de la part de sa mère va être quelque chose qui va sérieusement lui peser pendant longtemps, et c'est ce que du moins les écrits nous en témoignent. Ce manque d'affection justement va la rendre ce qu'on va appeler un peu mélancolique même, et on dirait peut-être plus dépressive de nos jours, mais ça va la rendre beaucoup plus mélancolique, beaucoup moins peut-être enjouée. Cette dernière va tromper son monde en affichant une espèce de masque, un peu de comédie, où elle va jouer le rôle de la séductrice pour montrer que certes elle n'est pas mariée, mais elle flirte avec les jeunes hommes de son âge, mais elle ne donne pas suite. Il faut bien s'imaginer cette jeune adolescente très éprise de ce jeune homme, qui malheureusement s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied par sa propre mère qui a décidé de le fiancer à sa sœur, et qui est blessée en son fond intérieur. On peut se l'imaginer extrêmement bien. C'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire, mais on peut tout aussi bien s'imaginer l'état d'esprit de la jeune fille à ce moment-là. Paca étant mariée avec le duc d'Albe, c'est donc Eugénie et sa mère qui repartent seules à nouveau pour Paris, là où la monarchie de Juillet est terminée depuis un petit moment. Donc elle avait commencé en 1830 et elle a touché sa fin en 1843 quand Louis-Napoléon, qui va être le futur Napoléon III, est proclamé prince-président, et du coup où la Seconde République s'installe à ce moment-là. Donc elles repartent dans ce climat qui est plus ou moins un climat sûr à Paris, et en 1849 les deux femmes arrivent à Paris, donc à un certain intervalle, en sachant que la Seconde République c'était fin 1848. Elles arrivent justement à Paris en 1849, et à ce moment-là elles vivent à l'hôtel du Rhin qui était place Vendôme, qui a été renommé depuis. À Paris, et jusqu'à la mort de sa sœur, Eugénie va entretenir une correspondance assez assidue avec Paca, vers qui elle va confier ses pensées, ses sentiments, l'impression aussi par rapport à ce jeu de séduction dont on va parler juste après, par rapport à Louis-Napoléon. Ça va être sa confidente jusqu'à la mort de sa sœur. Eugénie va beaucoup se confier justement à cette sœur qui lui manque beaucoup et avec qui elle était très proche depuis son enfance. À Paris, Eugénie garde le sourire en public, mais elle est toujours extrêmement blessée de ses échecs amoureux précédents et peut-être aussi quelque peu refroidie à ce moment-là. Après le mariage de sa fille aînée, la comtesse Manuela ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle va chercher un bon parti pour sa fille cadette. Ne souhaitant pas que cette dernière finisse vieille fille, Eugénie n'est pas trop loin de la vingtaine, donc elle est encore
encore un bon parti, et c'est à Paris que Eugénie et sa mère vont commencer un peu, ou du moins la comtesse Manuela, parce que Eugénie en elle-même peut-être pas, va commencer peut-être à s'intéresser au beau parti, et notamment elle va s'intéresser plus ou moins, peut-être volontairement ou plus ou moins involontairement, à Louis-Napoléon Bonaparte qui est à ce moment-là prince-président, et c'est le futur, je vous le donne en mille, Napoléon III. Les deux femmes participent à des soirées à la mode, comme par exemple au Palais d'Élysée, où elles y rencontrent un grand nombre de personnalités de toutes classes sociales ou de toutes idées, que ce soit politiques, des intellectuels et énormément de professionnels, quels qu'ils soient. Elles côtoient un peu ce qu'on va appeler du beau monde. Et elles vont côtoyer également la princesse Mathilde, qui n'est autre que la cousine de Louis-Napoléon, et on peut s'imaginer que la comtesse Manuela a peut-être un petit peu discuté avec elle de potentiels prétendants pour sa fille. On peut tout aussi bien s'imaginer de la conversation entre ces deux femmes. Et il faut dire que Eugénie, à cette époque-là, était connue comme étant une jeune fille relativement très belle. C'était une jeune fille d'une vingtaine d'années, grande, élancée, avec un visage ovale et un teint de porcelaine, donc un teint très blanc, parce que le teint très blanc était encore critère de beauté assez présent, avait des yeux bleus, des cheveux blonds vénitiens. Le blond vénitien, c'est un blond qui tire entre le roux et le blond, en fait. C'est un espèce de blond assez particulier. Et surtout, c'est une fille qu'on va décrire de grande noblesse, très gracieuse, mais toutefois avec un caractère extrêmement extravagant, parfois provoquant, suivant plus ce que son cœur lui dicte et ses envies que sa raison, imprévisible, parfois timide et à contrario assez orgueilleuse, exaltée et austère. Un peu un profil presque assez contradictoire, mais ça ne gêne probablement pas pour autant justement la recherche de prétendants pour cette dernière. Et c'est justement lors d'une de ces fêtes à l'Élysée que Eugénie rencontre pour la première fois Louis-Napoléon Bonaparte, et à ce moment-là, cet homme avait une bonne quarantaine d'années, il n'était pas considéré comme très séduisant, mais aussi paradoxal que ça pouvait paraître, il avait un certain succès auprès des femmes. On le décrivait un peu comme assez petit, un peu corpulent, mais c'était pas gênant en soi vu la position qu'il entretenait. À côté d'Eugénie, ou du moins au moment où ces deux-là se rencontrent, Louis-Napoléon fréquentait déjà pas mal de jeunes femmes, et notamment l'actrice britannique Harriet Howard, avec qui il entre une certaine fréquentation. Malgré cette actrice, le prince-président tombe un peu sous le charme de la belle espagnole, la trouve très jolie, mais à ce moment-là, ce dernier n'est pas enclin à la demander en mariage. Ce dernier, jusqu'à ce que l'idée du mariage germe, a plutôt envie d'en faire sa maîtresse que d'en faire son épouse, ce qui ne va absolument pas convenir à Eugénie, mais on le verra juste après. En juin 1849, la jeune fille et sa mère sont conviées à une grande réception au palais de Saint-Cloud, qui est la résidence d'été à ce moment-là du prince-président. À Combeval, dans le pavillon de chat justement qui appartenait au jeune homme, la jeune fille et sa mère sont conviées à un événement, mais elles sont les seules présentes, les seules invitées, et au plus grand bonheur, on va dire, du prince-président qui voulait justement n'avoir qu'elle en guise d'invité. Lors de cette célébration, le prince-président veut faire preuve de galanterie auprès de la jeune fille en lui proposant une balade, mais cette dernière refuse et lui fait comprendre tout simplement que la plus encline à accepter cette position, c'était plus sa mère que elle, pour des questions d'éducation également. Et d'une certaine façon, Eugénie était quand même légèrement échaudée par rapport justement à Louis-Napoléon, d'une part certainement par les rumeurs qu'elle a dû entendre à son sujet, et d'autre part encore probablement à cause de ses déceptions amoureuses qui l'ont profondément marquée. On peut s'imaginer un peu l'état d'esprit de la jeune fille à ce moment-là. Cet homme comprend qu'il ne pourra pas séduire Eugénie comme il le veut, et Eugénie va, sur les conseils de sa mère, va jouer la carte de l'inaccessible, c'est-à-dire qu'elle mettra toujours de la distance entre lui et elle, dans le but un peu de se faire désirer et dans le but de montrer qu'elle ne lui cédera pas aussi facilement qu'il le veut. Et surtout, il faut comprendre une chose, c'est que la mère d'Eugénie a envie de précipiter sa fille dans les bras justement de Louis-Napoléon, mais elle ne veut pas la précipiter au sens où elle veut l'y jeter carrément dans les bras. Comme je vous le dis, sa mère va lui inculquer une espèce de stratégie de séduction que cette dernière va suivre, mais sa mère a de très grandes ambitions par rapport à sa fille, et surtout sa mère la voit comme la nouvelle présidente, ou du moins l'épouse du président justement à ce moment-là. Sa mère a de très grands projets pour sa fille, et notamment ce projet-là. Elle la voit un peu comme la nouvelle First Lady, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, de la Seconde République. Toutefois, malgré ce contexte de légèreté, de séduction qu'il y a entre Eugénie et Louis-Napoléon, il reste quand même un climat assez anxiogène à Paris, dans le sens où à Paris, comme en Espagne, comme nous l'avons vu, une épidémie de choléra est alors présente, et du coup ce qui va se passer, c'est que vu le danger de cette maladie et vu le contexte,
les deux femmes décident de partir pour l'Espagne, puis elles vont aller en Angleterre, et puis elles vont revenir quelquefois en France, à Paris. Elles vont beaucoup voyager en attendant justement que cette épidémie passe, mais les deux parties, donc Eugénie et Louis-Napoléon, vont continuer à se voir quand les deux femmes seront présentes à ce moment-là. Ce petit manège va durer jusqu'en 1852. Durant les périodes justement où elles sont présentes, Louis-Napoléon et Eugénie se voient, mais ce dernier fait attention à ce qu'il fait parce qu'il a bien compris qu'il ne pourrait pas faire d'Eugénie ce dont il a envie. Et à côté de cela, il va y avoir une idée qui va également germer, à savoir la question du mariage. Ça ne va pas être entre Eugénie et Napoléon à ce moment-là, mais ça va être surtout autour de Louis-Napoléon lui-même, puisque Louis-Napoléon a déjà une bonne quarantaine d'années, il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant, et du coup, il n'a pas d'héritier, du coup, sa légitimité pourrait être remise en cause si, justement, il n'a pas engendré d'héritier. Donc, ce qui va se passer, c'est que même si ces deux-là se fréquentent, à côté, on va chercher des alliances pour rasseoir la légitimité de ce dernier. De plus, la relation avec Eugénie n'est pas très encouragée par son entourage, pour ne pas dire qu'elle est extrêmement mal vue et pas très appréciée. Donc, l'entourage de Napoléon, ce qu'ils vont tenter de faire, c'est qu'ils vont chercher, pour légitimer justement la place de Louis-Napoléon en tant que prince-président, ils vont commencer à chercher une épouse dans les cours européennes, principalement des princesses de préférence. Mais malheureusement, ça va échouer de partout. Personne ne veut se marier avec lui, tout le monde est bloqué, personne ne se marie avec cet homme-là qui a déjà une bonne quarantaine d'années et qui malheureusement ne fait pas forcément envie à tout le monde et qui n'est pas, malgré le fait qu'il ait séduit beaucoup en France, n'est peut-être pas vu comme un grand séducteur ailleurs. Et puis surtout, c'est un homme qui a énormément de maîtresses, donc peut-être que ça aussi, ça refroidit également. À côté de cela, le prince-président et la jeune fille, je vous le dis, continuent à se voir. Cette dernière est conviée à toutes sortes d'événements, mais la question du mariage entre ces deux protagonistes n'est pas vraiment d'actualité, ou du moins pas encore. Et la montée en puissance du jeune Bonaparte, donc cette montée en puissance de ce dernier, cette aura que celui-ci dégage, ne laisse malgré tout pas indifférent la jeune espagnole. Mais ce n'est pas vraiment de l'amour à ce moment-là, c'est plus de l'admiration qu'autre chose. Et puis surtout, on peut s'imaginer que ce Bonaparte est peut-être aussi l'incarnation de tous les récits qu'elle a entendus durant son enfance et qu'elle connaît justement de Napoléon Bonaparte. On peut s'imaginer l'état d'esprit de cette dernière. Malgré, on va dire, la sympathie et l'affection que Louis-Napoléon va afficher pour Eugénie, sa mère, ces deux femmes ne sont de moins en moins appréciées par l'entourage de justement du prince-président. Et surtout, les incidents vont se multiplier, des incidents qui vont faire que ce dernier devoir afficher très clairement sa position. Et l'un des incidents qui va être le plus déterminant, ça va être aux Tuileries, lors d'un événement où Eugénie et sa mère se voient refuser de la part de l'épouse du ministre de l'Éducation, Hippolyte Fortoul, qui refuse catégoriquement que les deux femmes s'assoient sur la même banquette qu'elle. On peut s'imaginer l'affront déjà qui a été fait à Louis-Napoléon. On peut s'imaginer très bien que cette scène n'a pas du tout plu à ce dernier. Et ce dernier a tout simplement décidé d'installer la jeune Eugénie et sa mère juste à côté de lui pour montrer qu'elles ont le droit d'être là et que si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Il montre très clairement sa position vis-à-vis de ces deux femmes et de l'importance qu'il leur accorde. On s'imagine très bien à ce moment-là qu'il est temps de faire quelque chose et il est temps que le jeu un peu du chat et de la souris entre ces deux-là s'arrête. Et cet événement va précipiter justement l'idée que ces deux-là doivent se marier. Le 15 juin 1853, le prince-président demande la main d'Eugénie à sa mère par lettre. Il demande officiellement la main de la jeune fille, justement, à sa mère. Et sa mère, on peut imaginer, est aux anges. Sa fille va devenir la First Lady, justement, de la France et elle a obtenu ce qu'elle veut. Il faut bien comprendre que Eugénie, avant cette demande en mariage, était considérée un peu comme une fille un peu légère, une fille un peu de mauvaise famille. On calomniait autant qu'on voulait parce que c'était une étrangère, c'était une espagnole et on n'en voulait pas. On voulait certainement que le prince épouse une comtesse ou une fille de comte français et non pas cette espèce d'intrigante espagnole dont on ne connaissait rien, on ne savait pas d'où elle venait. Donc on peut s'imaginer très clairement le contexte des fois peu accueillant qui était autour de ces deux femmes, justement les derniers temps, et l'affront, l'épouse du ministre de l'Éducation, n'a fait qu'affirmer ce contexte du fait qu'Eugénie et sa mère étaient mal aimées et qui a poussé très clairement Napoléon à prendre les devants, à prendre une décision vis-à-vis justement de toutes ces personnes qui médisaient sur elle et surtout les deux étaient amoureux de l'un de l'autre, du moins les deux s'aimaient énormément et que puisqu'il faut montrer, on montre que ça plaise ou pas, on peut se l'imaginer. L'entourage des deux parties n'a qu'une petite quinzaine de jours pour organiser le mariage, donc on s'imagine un peu tout le stress qu'il devait y avoir autour. Le mariage civil a lieu aux Tuileries le 29 janvier
janvier 1853 et le mariage le plus grandiose, le plus fabuleux aura lieu surtout le lendemain au moment de la cérémonie religieuse. On imagine bien l'état un peu de nervosité de la jeune Eugénie qui justement va se marier à ce moment-là. On imagine un peu l'état d'esprit et cet état d'esprit elle va en faire part justement dans ses lettres à sa sœur. Donc on s'imagine bien cette petite jeune femme qui a une vingtaine d'années et qui va se marier avec l'un des partis les plus importants de France et justement qui ne connaît rien en fait à un rôle d'impératrice et qui va se retrouver un peu jetée dans la mêlée comme ça. On s'imagine un peu tout le stress, tout l'état d'esprit de cette jeune fille. Et le lendemain, pour le mariage religieux, pour le sacre, on imagine un peu le faste qui devait y avoir avec le carrosse doré de Napoléon Ier. Donc Eugénie va être dans le carrosse du héros de son père, enfin du moins d'un des membres de la famille du héros de son père. On entend les canons, on entend la foule qui se presse dans les rues et qui est exaltée. Notre-Dame qui est parée de ses plus beaux habits. Louis-Napoléon qui est habillé en uniforme militaire. Et Eugénie qui porte une robe somptueuse, magnifique, une robe avec une queue de velours épinglée de blanc, avec un corsage parsemé de pierres précieuses, notamment des diamants, un diadème de diamants et de saphirs, donc des parures très luxueuses, avec toutefois une petite originalité, à savoir les fleurs d'oranger sur le front, donc qui était un symbole de pureté. On imagine bien Eugénie à ce moment-là, quand elle se marie, l'état d'esprit. Dès cet instant, Eugénie devient impératrice des Français jusqu'en 1873. Toutefois, son premier acte en tant qu'impératrice, si on peut dire ça ainsi, se situe bien avant son mariage. En effet, avant son mariage, la mairie de Paris voulait offrir à la jeune épouse de Napoléon III une parure de diamants pour l'occasion du mariage, mais la jeune femme refuse et elle ne veut pas que son premier acte en tant qu'impératrice soit associé à une dépense aussi coûteuse et aussi importante. Aussi, elle demande à ce que cet argent qui était voué justement pour cette parure soit utilisé dans un cadre un peu plus, on va dire, qui lui ressemble, à savoir un cadre charitable, et on verra cette notion de charité tout au long de cette partie, à savoir notamment pour la construction d'un orphelinat, mais aussi pour l'instruction professionnelle des jeunes filles, et par ailleurs, ces deux institutions ensuite seront financées personnellement, ou du moins les frais de fonctionnement seront financés personnellement par l'impératrice elle-même, qui va, on va dire, utiliser son argent personnel justement pour amoindrir ses frais. Donc on voit que Eugénie a déjà ce sens de la charité, ce sens du devoir qui est déjà bien présent en elle, malgré qu'elle ne connaisse pas le métier d'impératrice en elle-même, si on peut dire ça ainsi, mais elle a parfaitement conscience qu'il y a certaines choses auxquelles elle ne veut pas être associée dès le départ, et on peut dire que c'est déjà une preuve que c'est une femme qui a conscience de sa position. Dès le début, l'impératrice souhaite se faire aimer des Français. Durant le règne de Napoléon III, elle est présente sur plusieurs fronts. Elle est présente en tant que gravure de mode, comme beaucoup, on va dire, de souveraines bien avant elle, mais aussi comme ambassadrice de la mode à la française, donc toujours dans ce cadre un peu de gravure de mode, de femmes qui lancent des tendances, mais bien plus tard, elle va s'intéresser également à la politique, et tout au long, on va dire, de son règne, elle va s'intéresser aux causes sociales et surtout faire preuve de générosité et de charité, notamment auprès des pauvres, des femmes, mais aussi des artistes. Elle va avoir un côté également mécène dont on va parler juste après. Dès les premiers temps de son règne, le couple impérial doit impérativement se démarquer de l'austérité de la cour du prédécesseur de Napoléon III, à savoir Louis-Philippe. La nouvelle cour justement de Napoléon III doit s'affirmer, on va dire, dans une certaine forme d'éclat et souhaite faire renaître un certain prestige passé qu'on a connu par exemple sous Louis XIV ou autre. Elle cherche à être une cour, on va dire, qui se démarque d'une forme d'austérité. Elle cherche à être une cour brillante où des intellectuels, où on va dire le bon goût à la française est un peu remis en avant et montre à quel point le régime impérial cherche à en imposer, si on peut dire ça ainsi. La France du Second Empire, qui commence à partir du moment dès le sacre de Napoléon III, doit en effet rayonner dans toute l'Europe sous de multiples formes. En fait, elle veut retrouver un prestige qu'elle n'a plus et surtout, elle veut instaurer une nouvelle image de la France. En effet, cette idée de rayonnement va commencer dès la figure de Napoléon III, qu'on décrit comme étant un homme moderne, ouvert aux innovations, mais également un homme qui se soucie d'avoir l'aval du peuple, même si petit à petit, ce dernier va concentrer tous les pouvoirs et notamment vers la fin justement du régime impérial. Eugénie, ça va être plutôt dans son style vestimentaire qu'elle va chercher à se démarquer et elle va s'illustrer rapidement comme une espèce de gravure de mode, tant dans les vêtements que dans la décoration, parce que chaque souveraine avait son propre style tant dans la décoration que dans les vêtements et c'était un peu le style à suivre si on voulait être à la mode à l'époque entre guillemets. De son côté, l'impératrice également va
va s'intéresser non pas aux styles qui se font dès son époque, elle va s'y intéresser également, mais elle va également s'intéresser aux styles passés. Et notamment, elle va avoir un peu pour idole, entre guillemets, ou du moins comme principale source d'inspiration, la reine Marie-Antoinette et Joséphine de Beauharnais. Joséphine de Beauharnais, c'est la fameuse Joséphine de Napoléon. C'est justement cette femme qui a été le grand amour de Napoléon. Elle va s'inspirer justement de ces deux femmes-là. Toutefois, l'intérêt d'Eugénie pour Marie-Antoinette, car les Français n'oublient pas, et notamment à cette époque, va lui valoir de nombreuses critiques, voire de nombreuses déconvenues. En effet, l'image de Marie-Antoinette, une image un peu dépensière, extravagante, un peu hautaine, comme on ne pourrait plus se l'imaginer à cette époque-là, est encore très présente dans l'esprit des Français, car je rappelle, Marie-Antoinette a été guillotinée en 1793, et elle était, on va dire, l'image de toutes les catastrophes possibles et inimaginables de la France. Dans cet intérêt pour Marie-Antoinette, Eugénie va notamment faire restaurer en 1867, pour l'exposition universelle, justement, ça va être le Petit Trianon qui va avoir droit à un petit coup de jeune, et le Petit Trianon va être habillé pour l'occasion avec des meubles provenant soit de collections de l'État, soit qu'on aura acheté pour l'occasion. Donc on voit que Eugénie cherche à s'inspirer de reines passées, notamment soit dans le style, soit peut-être dans les inspirations, mais ce sont peut-être des modèles que les Français auraient peut-être préféré qu'elle mette un peu de côté, et ça lui vaudra énormément de nombreuses critiques, et des critiques pas toujours, on va dire, très sympas. Beaucoup de colibés, et surtout, Marie-Antoinette, c'était typiquement la reine, comme je vous l'ai dit, dépensière, extravagante, qui se moquait totalement du peuple. Elle n'avait pas une image très positive à cette époque-là, ce qui fait que, justement, le fait qu'elle s'en inspire n'est pas forcément, pour les Français de l'époque, une bonne chose. Par ailleurs, dans le domaine de la mode, Eugénie est considérée, comme je vous l'ai dit, comme une gravure de mode, comme une icône, et surtout, à une époque où le Second Empire voit en fait une évolution, donc on est en pleine révolution industrielle, mais ça va être une révolution dans le textile, dans le secteur du textile. En effet, c'est l'époque de l'ouverture des grands magasins parisiens que nous connaissons encore aujourd'hui, comme par exemple au Bon Marché, que nous connaissons, qui est à Paris, la Samaritaine qui a réouvert il y a quelque temps de ça, il n'y a pas très longtemps, et le Printemps que nous connaissons également. Donc on voit que l'époque des grands magasins parisiens que nous connaissons, date justement de cette époque du Second Empire. Ce n'est pas quelque chose auquel souvent on pense, mais c'est dès cette époque-là justement que cet esprit de grand magasin, cet esprit on va dire de mode est justement bien présent. C'est également une époque où l'on voit apparaître les premiers journaux spécialisés dans la mode, les conseils et les tendances, un peu les Marie-Claire de l'époque si vous préférez. Et le monde de la mode, mais également du textile, va connaître également quelques petites avancées technologiques, quelques petits changements, notamment avec l'invention de la machine à coudre ou encore les colorants synthétiques pour les tissus notamment. Donc on voit qu'il y a dans cette révolution industrielle, cette époque de révolution industrielle, des avancées techniques qui sont là pour produire davantage, qui sont là pour montrer une espèce de qualité à la française, un peu le made in France avant l'heure. Et Eugénie a cette volonté justement de mettre en avant l'artisanat français. On va dire, comme je vous dis, c'est un peu le made in France avant l'heure, mais un made in France qui se veut être de haute qualité. Et cette qualité de made in France, ce n'est pas seulement dans les vêtements, ça va aussi concerner les bijoux, donc des grandes parures, des parures très richement ornées, sous ce genre de choses. Donc on voit que l'industrie de la mode, ça va pas seulement se cantonner au textile, ça va se cantonner un petit peu partout dans tous les domaines de l'apparat, de la femme, pour sublimer la femme. Donc on voit très clairement que la révolution industrielle du 19e siècle a énormément contribué à développer énormément de secteurs, et le textile, là on en parle, mais justement ça en fait partie. Et c'est notamment là où on voit que les bourgeoises ou les nobles justement de l'époque peuvent adopter un nouveau mode de consommation également. Même si elle doit rester à la pointe de la mode et à la pointe, on va dire, des tendances, l'impératrice préfère principalement des tenues assez simples et pratiques tous les jours pour le quotidien, ce qu'on peut comprendre également. Mais toutefois, pour les événements un peu plus importants, elle va opter pour des tenues d'apparat très richement ornées, mais il faut qu'il y ait un turnover, il faut qu'il y ait un roulement. Elle ne peut pas porter toujours la même chose parce que bien sûr, c'est une question aussi de goût, c'est une question aussi de prestance, de prestige. On peut s'imaginer qu'à la fin, Eugénie avait un dressing assez large, si bien que la jeune femme se retrouve avec un nombre de robes incalculable dont cette dernière ne sait quoi faire, pour ne pas dire que ce grand nombre de robes l'écœure. On peut imaginer que pour 3 ou 4 robes qu'elle portera dans le quotidien, elle doit avoir une vingtaine de robes d'apparat dont elle ne sait plus quoi faire. Donc on imagine très bien un peu le dressing d'Eugénie justement à ce moment-là. Et ces robes justement, puisqu'on parle de mode, doivent arborer un certain nombre, on va dire, de critères. Notamment, ce sont des robes qui arborent très souvent de grands décolletés, qui sont ornés de nombreux joyaux, notamment pour les robes en matière d'apparat. Mais le décolleté, on peut le retrouver, si vous regardez les peintures, tant dans les robes de tous les jours que dans les robes
de cérémonie. Et petite nouveauté également qu'on peut souligner, c'est que c'est elle-même qui choisit ses tenues. Donc on voit qu'Eugénie avait quand même une forme de liberté par rapport justement à sa tenue vestimentaire, et c'est une femme qu'on considère comme ayant un goût très sûr, voire un bon goût. C'est du moins ce que son couturier va dire justement de l'impératrice. Donc on voit que même si ce grand nombre de robes, on va dire, la dégoûte un peu parce qu'elle sait pas quoi en faire, on considère quand même que c'est une femme qui a énormément de goût, et c'est une femme notamment dont il faut s'inspirer pour connaître toutes les tendances, pour connaître les couleurs à la mode, pour connaître, on va dire, tout ce qui se fait, même si le blanc aux Tuileries était de rigueur la plupart du temps. Il n'empêche que c'est en regardant l'impératrice qu'on sait ce qui est à la mode et que l'on sait exactement les couleurs, les motifs justement qu'il faut porter au moment présent. Toutefois, comme je vous dis, ce grand nombre de robes les cœurs, parce qu'elle en a beaucoup trop, c'est ce qu'elle dira à sa sœur dans une des lettres, ce qu'elle fait, c'est que face à cette grande profusion de vêtements, ce qu'elle va faire au bout d'un certain moment, c'est qu'elle va en faire don au moins 1 à 2 fois par an à ses femmes de service. Déjà, on voit encore le caractère généreux d'Eugénie, mais également, elle va faire don de ses souliers à des orphelines, notamment pour leur communion. Ce sont des souliers blancs principalement, donc cela montre le caractère généreux d'Eugénie, et notamment auprès des orphelins, notamment auprès des jeunes filles, et ça va se retrouver énormément tout au long du règne. Donc on voit que cette surconsommation, déjà, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas forcément le bon mot, est déjà très présente dans les cours, et ça nous le savons, mais on voit que l'impératrice ne souhaite pas rentrer justement ou garder toutes ces tenues dont elle ne sait quoi faire, et justement elle souhaite en faire profiter. Donc on voit le caractère encore une fois généreux d'Eugénie. La mode, comme nous venons d'en parler très longuement, n'est pas le seul critère qui fait que la cour de Napoléon III est une cour assez exceptionnelle. En effet, c'est une cour qui est à la fois dynamique et où un grand nombre de divertissements et d'activités s'y passent. Opéra, théâtre, etc. Donc beaucoup de divertissements autour de la culture, si on peut dire ça ainsi. Et toute la cour y prend goût assez rapidement. À cela, il faut rajouter des bals costumés, mais également des grandes valses, ou on va dire des bals dansants, des très grandes fêtes, très grands événements. Et pour Eugénie, cela constitue une espèce de petite coupure dans son quotidien qui est très chronométré au millimètre près dès le matin. Donc Eugénie, elle a une routine dès le matin qu'elle doit faire, ce qu'on va appeler les protocoles, et justement ça lui pèse énormément, et ces moments de coupure, ces valses, ces bals costumés vont être, on va dire, le petit piment de ses soirées, le piment de sa journée, si on peut dire ça ainsi. Selon les invités, l'impératrice est une bonne hôtesse qui maîtrise énormément l'art de la conversation, donc une femme qui sait se tenir en société, mais toutefois les libertés qui sont présentes justement au moment de ces fêtes ne sont pas toujours au goût de Napoléon III, qui est très à cheval sur l'étiquette et qui remet un petit peu tout ce beau monde à sa place, de sorte que Eugénie doit osciller entre plusieurs attitudes, entre l'attitude qu'elle doit avoir certainement vis-à-vis de son époux et l'attitude qu'elle peut avoir certainement vis-à-vis de ses amis. Donc on voit que l'esprit libre d'Eugénie est là, l'esprit très extravagant est là, mais elle n'a plus cette liberté de l'exprimer comme avant, et du coup elle doit faire attention. Donc on imagine que ça ne doit pas être tellement simple au quotidien justement à garder une forme d'équilibre à ce niveau-là. Malgré cette ambiance très enjouée, très festive que Eugénie rencontre, cette dernière se confie dans une lettre à sa sœur sur un sentiment de solitude malheureusement qui est très présent chez elle. Elle se sent très isolée dans cette cour, sans aucune amie à qui parler, mais surtout elle a toujours le sentiment d'être épiée dans ses moindres faits et gestes. Donc on imagine très bien le sentiment d'anxiété et voire peut-être anxiogène de cette dernière par rapport à cela. Par ailleurs, comme par le passé, la cour est très itinérante également, mais c'est surtout le couple impérial qui se déplace régulièrement et dans les nombreux châteaux et villas que celui-ci possède. Pour Eugénie, ce sont des moments de détente où l'étiquette est un petit peu oubliée, où le protocole se relâche un peu, et c'est des périodes où elle peut s'adonner à des activités de plein air sportives, justement, auxquelles elle a toujours été habituée étant jeune. À Saint-Cloud, par exemple, qui est la propriété du couple pour la période printanière, le couple reçoit principalement des invités de marque comme des ambassadeurs, des princes ou encore des rois et des reines. Donc on est dans une villa où on va dire les choses sont moins strictes, mais on reçoit quand même des hôtes de marque. Mais on peut s'imaginer que dans cette villa, Eugénie vivait une vie un peu moins stricte que d'habitude. Et à la belle saison, le couple allait à Fontainebleau où l'impératrice pouvait pratiquer des activités de plein air et sportives. Et à l'automne, le couple allait à Piègue et on voit que le couple se déplace beaucoup et on voit surtout que c'est calqué vraiment sur les modèles anciens, c'est-à-dire que la cour ne reste pas au même endroit trop longtemps. Après, ça s'est retrouvé déjà au préalable, mais on voit qu'il y a un souhait en fait de montrer une certaine forme de prestige encore une fois. Toutefois, malgré que Eugénie se relâche énormément dans justement ces différents endroits, c'est à Biarritz
Biarritz que cette dernière a un vrai coup de cœur, du moins c'est le village de Biarritz à l'époque justement qui est le coup de cœur de l'impératrice et c'est là où elle va se sentir le mieux. Toutefois, elle connaissait déjà Biarritz bien avant d'être impératrice. En effet, c'est en 1834 qu'Eugénie, alors encore une enfant, découvre justement ce petit village avec sa mère et sa sœur et elle va y revenir en 1854, notamment après son mariage, pour à peu près 2 mois. Et Napoléon III, comprenant l'attachement de sa femme pour Biarritz, va faire une folie pour elle, à savoir il va faire construire pour elle ce qu'on va appeler la Villa Eugénie, cette grande villa entre 2 plages en forme de E, et c'est justement cette villa qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Donc on voit que Napoléon III est très attaché à son épouse et surtout comprend justement certaines affinités de son épouse vis-à-vis de Biarritz. Avec la présence du couple impérial sur place, Biarritz se développe assez rapidement et devient un petit peu la destination à la mode de toutes les têtes couronnées, puisque comme je vous l'ai dit, les têtes couronnées sont un peu, on va dire, ce qui va renseigner sur les destinations à la mode, sur les tendances, ce genre de choses. Donc Biarritz ne va pas échapper à la règle. Et justement, c'est là-bas que Eugénie va pratiquer la natation, comme elle avait l'habitude de la pratiquer quand elle était jeune, et elle va prendre goût au bain de mer. En effet, à cette époque où on se soucie énormément de tout ce qui est autour de l'hygiène, il était fortement recommandé pour la circulation sanguine de prendre régulièrement des bains de mer. On voit que ces tendances-là, toutes ces études sont quand même très présentes dans la tête des têtes couronnées, mais surtout, les bains de mer, c'est aussi une façon de profiter aussi également. Par ailleurs, en tant que gravure de mode, encore une fois, Eugénie va lancer une tendance assez particulière, puisqu'elle va lancer la tendance des costumes de bain à 2 pièces. Alors, les costumes de bain, faut pas s'imaginer des costumes de bain un petit peu moches ou des bikinis. On peut l'ancêtre de nos maillots 2 pièces, à savoir que c'était un haut assez long avec un espèce de pantalon. Donc c'était ça les costumes de bain de l'époque. Mais il faut savoir justement, c'est l'impératrice qui a lancé cette tendance. À côté de sa passion pour l'exercice physique, Eugénie aime également voyager. Les déplacements lui permettent de découvrir la France dans son ensemble, mais également des pays étrangers, comme par exemple l'Angleterre ou encore l'Égypte bien plus tard. En avril 1855, au moment de la guerre de Crimée, le couple impérial se rend à Londres où Eugénie rencontre pour la première fois celle qui est un de ses plus grands soutiens mais qui va aussi devenir son amie et qui l'a toujours défendue alors qu'elle ne la connaissait nullement, c'est la reine Victoria. Et la reine Victoria d'Angleterre va jouer également un rôle à la fin de l'Empire et surtout à la fin de la vie d'Eugénie, puisque c'est elle qui va accueillir l'ancienne impératrice justement en Angleterre et qui va lui permettre de vivre sur des terres anglaises sans trop de soucis. À côté de cela, si on regarde le couple impérial en lui-même, pas seulement on va dire de l'extérieur, les choses sont loin d'être roses entre les deux époux. En effet, Napoléon III dit qu'il aime son épouse, mais malheureusement il va lui rester fidèle qu'à peu près 6 mois. Il continue d'avoir beaucoup de maîtresses à côté et même après son mariage. Et Eugénie, quant à elle, étant une femme très peu expérimentée sur le domaine intime, elle n'a pas vraiment le goût justement des rapports intimes, voire elle en est, pour ne pas dire, extrêmement dégoûtée. Elle ne comprend pas d'ailleurs comment on peut aimer ça. Et après son mariage, elle tombe rapidement enceinte. Alors il faut savoir que son mari va également la tromper quand elle va être enceinte. Ça c'est quelque chose qui a été très lourdement souligné dans les articles et dans les livres. Mais malheureusement, elle va perdre cet enfant suite à une chute de cheval. On peut imaginer l'état émotionnel de la pauvre Eugénie à ce moment-là. Mais toutefois, 3 ans plus tard, après cette perte, l'impératrice va mettre au monde un petit garçon. Le 16 mars 1856, il s'agit tout simplement de Eugène Louis Napoléon Bonaparte, surnommé Loulou petit et ensuite qu'on va appeler Louis. Cet enfant naît au moment du congrès de Paris, donc il naît à un moment, on va dire, assez particulier. Au lendemain de la naissance du prince impérial, son coup de canon résonne dans tout Paris et la foule attend un moment précis pour acclamer, à savoir elle attend le 22e coup de canon, parce que si c'était une fille c'était 21, donc elle attend le 22e coup de canon pour confirmer que c'est un garçon et on peut imaginer l'étendue de la clameur de la foule justement à l'annonce justement d'un héritier, asseyant ainsi encore plus la légitimité du couple justement qui règne. Avec la venue de son fils, Eugénie va s'épanouir totalement dans son nouveau rôle de mère, pour ne pas dire que son fils sera l'enfant extrêmement protégé, un enfant on va dire presque chouchou, ça va être le chouchou à maman. Et par ailleurs, quelques semaines après la naissance de son fils, Napoléon III souhaite protéger ce dernier, notamment au cas où l'empereur vient à mourir et que son fils n'ait pas atteint sa majorité. Dans ce cas-là, ce dernier va prendre des dispositions pour que Eugénie soit nommée régente, au cas où son fils soit amené à régner pendant sa minorité, de sorte à ce que sa mère prenne en main les affaires du royaume en attendant qu'il soit majeur. Donc on voit que Napoléon III, conscient que ce sera certainement son seul enfant,
enfant parce que Eugénie lui interdira l'accès à sa chambre après avoir accouché de son fils. Donc Napoléon a parfaitement conscience que ce sera son seul enfant et qu'il faut qu'il assure au grand maximum la continuité de l'Empire et justement il faut qu'il le protège. Donc on voit que Napoléon a quand même ce souci justement d'asseoir la légitimité non seulement d'Eugène Louis-Napoléon, mais qu'il souhaite aussi que son épouse reste aux commandes si jamais il y a un problème. Par ailleurs, avec la naissance de son fils, Eugénie souhaite changer totalement d'attitude et ne plus être une souveraine passive. En effet, cette dernière tient à soutenir certaines causes importantes pour elle, donc elle était déjà d'un caractère très généreux, elle faisait preuve de générosité, elle était très charitable déjà dès le début, mais la naissance de son fils va être une espèce d'événement catalyseur pour elle, à savoir un signe de changement pour elle et surtout de cette espèce de statut de femme passive. Elle va vouloir être plus active, notamment dans la politique et dans le social. On va le voir juste maintenant. Une des caractéristiques de l'action d'Eugénie, comme je vous l'ai dit, réside avant tout dans la charité. On l'a vu principalement tout à l'heure, mais on le revoit encore maintenant, et surtout aussi dans l'éducation des jeunes filles. En effet, l'impératrice fait déjà de nombreuses visites aux nécessiteux et dans les établissements d'accueil, comme par exemple les crèches ou bien les hôpitaux, parce que les hôpitaux en fait ont toujours eu un espèce de statut assez à part, jusqu'à une période très récente. Et elle faisait tout cela déjà bien avant la naissance d'Eugène Napoléon, mais ça ne lui suffit plus malheureusement. Le caractère généreux d'Eugénie va être poussé encore plus loin, notamment elle va contribuer à la création de plusieurs entités, par exemple l'orphelinat du prince impérial, donc encore une fois un orphelinat, ou la société du prince impérial, qui cette fois-ci va être là pour soutenir financièrement parlant les personnes modestes. Donc encore une fois dans le social et encore une fois on voit le caractère généreux de cette dernière. Elle s'intéresse également à la condition des prisonniers et elle souhaite notamment dans cette même lignée que les prisons pour enfants soient abandonnées. On peut imaginer, ça peut être l'ancêtre de nos prisons pour mineurs, donc elle souhaitait que cela n'existe plus, qu'il y ait une autre prise en charge justement des enfants délinquants. Elle remet également en fonction, et encore une fois on voit son lien avec Marie-Antoinette, on voit que Eugénie a toujours comme modèle Marie-Antoinette dans certains cas. La société de charité maternelle qui avait été fondée justement par l'ancienne reine de France, fondée en 1787, bien avant la Révolution, et l'impératrice souhaite également s'investir, ou du moins elle investit une petite partie de son argent, dans la création de ce qu'on va appeler les fourneaux économiques, à savoir des structures qui permettent la distribution de repas à des indigents, donc ce qu'on pourrait appeler nos anciens restos du cœur, ou ce genre de truc, du moins ce qui pouvait plus ou moins s'en rapprocher. Par ailleurs, l'impératrice ainsi que son époux s'intéressent également au sort des ouvriers de la révolution industrielle, car conditions salariales n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, et surtout on était parfaitement conscient, du moins ils étaient plus ou moins parfaitement conscients de ce qui pouvait se passer dans les usines. Eugénie est également présente au Conseil des ministres, donc on voit que Napoléon III souhaite que son épouse soit présente et elle-même veut être présente à ce moment-là, mais les ministres ne voient pas d'un très bon œil justement la présence de l'impératrice, dans le sens où beaucoup d'entre eux pensent que Eugénie est un petit peu le mauvais génie de la politique intérieure, donc on voit très clairement que les ministres ne sont pas très favorables à l'impératrice et on sent très bien que certains d'entre eux ne la soutiennent pas. En plus de vouloir protéger les pauvres, comme je vous l'ai dit, elle s'intéresse à la cause des jeunes filles, elle va s'intéresser notamment aux femmes et favoriser également les artistes. En effet, elle soutient le mouvement des suffragettes en Angleterre, c'est-à-dire les femmes qui réclament le droit de vote, on peut abréger ça comme ça, et elle se pose en faveur de l'éducation des jeunes filles et surtout de la formation professionnelle de cette dernière, même si cela est assez mal vu par l'Église. Dans cette entreprise, Eugénie appuie le programme du ministre de l'instruction publique de l'époque, à savoir Victor Duret, qui concerne notamment des cours secondaires féminins, donc autrement dit des cours qui sont en lien avec l'instruction professionnelle. C'est sous le règne de Napoléon III et d'Eugénie que la première bachelière est diplômée, donc le baccalauréat, il faut savoir qu'avant c'était surtout les hommes qui le passaient et les femmes ne le passaient pas, ou du moins s'arrêtaient bien avant. Or là, c'est sous Napoléon justement que la première bachelière est diplômée, et ça on l'oublie très souvent. C'est en effet en 1861 que Julie Victoire d'Aubier est diplômée du baccalauréat, donc c'est la première bachelière de France. Cette jeune fille bénéficie du parrainage, ou du moins du chapeautage justement de l'impératrice, et ce n'est pas la seule à en profiter également, puisque on peut souligner également le cas de Madeleine Bray, qui elle a la possibilité, est la toute première femme à intégrer l'école de médecine. Donc on voit qu'il y a une volonté d'intégrer encore plus les femmes de l'époque, les jeunes filles, dans la professionnalisation, dans des structures qui étaient avant extrêmement masculines, et on voit que Eugénie a une volonté de faire bouger les choses, a une volonté justement à ce que les femmes puissent être beaucoup plus autonomes que ce qu'elles sont. On pourrait dire que Eugénie est une espèce de féministe avant l'heure, mais c'est peut-être
un peu maladroit de penser ça, car il va falloir quand même un bon moment avant que cela devienne une normalité, que les femmes soient dans des structures comme les universités ou qu'elles soient bachelières. Donc moi je mets des pincettes personnellement sur le fait que Jenny était une espèce d'impératrice féministe. Je vous l'encourage vivement d'ailleurs parce que ça peut être assez mal interprété. Dans le cadre de la littérature et du domaine artistique, Eugénie n'hésite pas à se poser en mécène et par conséquent à s'opposer à une forme de censure, notamment de certaines œuvres du 19e siècle. Et c'est le cas par exemple en 1857, quand elle prend la défense de Charles Baudelaire, notamment pour son fameux ouvrage qu'on connaît tous, à savoir Les Fleurs du Mal. Elle va soutenir justement Charles Baudelaire contre cette censure de son œuvre, mais également elle va soutenir Gustave Flaubert par rapport à Madame Bovary. Donc on voit que cette censure d'un point de vue artistique la dérange, en sachant que Jenny a eu quand même comme précepteur Stendhal et Mérimée quand elle était jeune. Donc on voit qu'elle a une certaine culture littéraire, et cette culture littéraire, elle souhaite à ce qu'elle se développe. Donc on voit que la censure de l'époque dérangeait l'impératrice, même si elle était très présente, mais on voit que Eugénie veut faire bouger les choses à son échelle, et surtout elle ne veut pas en fait de cette injustice par rapport au domaine artistique, et surtout par rapport, on va dire, à la culture de façon générale. Dans justement le domaine artistique et culturel, encore une fois, en 1865, l'impératrice va remettre, et c'est pour la toute première fois, la Légion d'honneur non pas à un homme, non pas à un militaire, mais pour la première fois, elle va être remise à une sculptrice peintre animalière qui est Rosa Bonheur. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? C'est qu'Eugénie, d'un point de vue social, d'un point de vue artistique, va énormément œuvrer. Elle va œuvrer pour les pauvres, à savoir qu'elle va œuvrer pour notamment le fait que les gens puissent manger à leur faim, pour que les conditions de travail dans les usines soient quand même un peu meilleures, même si on se doute bien que c'était pas pour de suite. Elle va se soucier notamment beaucoup du cas des orphelins, et notamment de l'éducation des jeunes filles, parce que oui, les jeunes filles étaient faites pour se marier passé un certain âge, mais Eugénie voulait donner également, d'une certaine manière, on peut le voir ainsi, une autre possibilité à ces jeunes filles de s'épanouir à part les études, et leur offrir peut-être un avenir autre que ce qu'elles ont connu déjà. C'est mettre d'une certaine manière un grand coup de pied dans la fourmilière. Ce grand coup de pied n'a pas forcément plu, on peut s'imaginer, surtout aux plus conservateurs, mais c'est une prise de position qui est très audacieuse, et c'est une prise de position qui lui ressemble. Ça lui ressemble notamment pour ce caractère esprit libre, pour ce caractère un peu extravagant. Donc on voit qu'elle veut offrir un autre destin aux femmes, et justement le fait de favoriser la première bachelière, de favoriser justement Rosa Bonheur, cette artiste, on voit qu'elle cherche à mettre les femmes un peu au centre quelque part de cette société, de montrer qu'une femme est tout aussi capable qu'un homme, et qu'il n'y a pas de raison en fait qu'une femme soit juste reléguée à être une épouse et une mère. Donc on voit que quelque part qu'elle veut bousculer un peu les conventions sociales de l'époque, d'une certaine façon, et je dis ça avec des très très gros guillemets et une très très grande prudence, mais on peut se dire qu'Eugénie à cette époque-là avait parfaitement conscience qu'il fallait un autre destin à la femme, et qu'il fallait justement qu'elle puisse avoir d'autres clés en main. Le domaine littéraire montre également que la censure qui était présente, c'était une censure qui n'était pas toujours très justifiée, c'était une censure où certains sujets un peu abordés, des sujets plus ou moins explicites, qui dérangeaient les bonnes mœurs de l'époque. Donc on voit qu'elle souhaite qu'une certaine forme de liberté d'expression, une liberté de choix soit accordée à tous. On pourrait pousser la chose un peu plus loin, mais globalement c'est ce qu'il faudrait plus ou moins en comprendre. Toutefois, même si jusqu'à présent le Second Empire connaît une période de relative tranquillité, si on peut dire ça comme ça, à partir de 1858, des tensions commencent à émerger et à se faire sentir. En effet, le 18 janvier 1858, il y a un événement qui va beaucoup marquer les esprits, à savoir l'attentat de l'Opéra, où justement le couple impérial est présent et peut-être aussi plus ou moins visé. Cet attentat a été commis devant l'Opéra de Paris, un aristocrate italien du nom de Orsini. Le couple impérial y échappe de justesse. Il y a juste l'impératrice, sa robe tachée de sang, et on peut imaginer le choc de cette dernière suite à cela. Et on constate également lors de cet événement un certain nombre de morts et de blessés. Donc on voit que l'attentat n'est pas un simple attentat, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Suite à cet événement marquant et choquant, si on peut dire ça ainsi, Eugénie rend visite un certain nombre de fois aux victimes de l'attentat, mais aussi elle montre encore une fois ce caractère généreux et cette prise de conscience également. Elle va faire une donation au nom de l'empereur, et certainement en son nom elle aussi, de 10 000 francs, notamment aux familles des victimes. Donc on voit que cet attentat a fortement marqué l'esprit d'Eugénie, très certainement de son époux, et cet événement va pas être sans conséquence, puisque à ce moment-là, il y a des prises de position qui sont faites par rapport justement au cas italien, que c'est justement cette politique vis-à-vis de l'Italie qui est plus ou moins
certainement à l'origine de l'attentat d'Orsini. Et dans cette politique, justement vis-à-vis de l'Italie, les deux époux ne sont pas d'accord sur la prise de position. D'un côté, Napoléon III veut soutenir les Italiens et de notre côté, Eugénie veut soutenir, on va dire, la cause du pape, notamment avec l'appui du parti des ultramontains. En effet, par rapport à cela, étant une femme très catholique et surtout très pratiquante, d'ailleurs, cette forme un peu de bigoterie va lui être très lourdement reprochée, notamment à ce moment-là, mais aussi par rapport au cas du Mexique dont on va parler après. Eugénie soutient, comme je vous l'ai dit, le parti ultramontain qui est favorable justement au pape contre la politique italienne, alors que son époux c'est totalement l'inverse. Donc il y a une forme de désaccord entre les deux époux, et ce désaccord va peser énormément dans la balance, et notamment en défaveur de l'impératrice. En effet, en mai 1859, soit peu après l'attentat, dans ce contexte un peu de tension entre l'Italie et la France, contexte assez particulier, Napoléon III va décider de mener une campagne, une expédition en Italie, afin de libérer le pays du joug autrichien, mais ça c'est autre chose. Et c'est à cette occasion qu'Eugénie va exercer, pour la première fois de sa vie, un rôle de régente. Le rôle de régente, ça veut dire qu'elle va régner pendant un temps court à la place de son mari, du moins elle va assurer l'essentiel de la fonction en attendant que son mari revienne de la guerre. Cette dernière est investie du conseil privé, mais aussi du conseil des ministres, mais son pouvoir est relativement encadré, voire limité. On se doute bien que les ministres ne faisant pas confiance à l'impératrice justement par rapport à cette prise d'opposition par rapport à son époux, et surtout la bigoterie soi-disant de l'impératrice n'a pas joué du tout en sa faveur, donc ça ce sont des calomnies bien entendu que l'on lui attribue, cette espèce un peu d'image un peu faussée, et que on peut bien se douter que Eugénie est une personne dont il faut limiter au grand maximum les fonctions. En juin de la même année, la victoire française de Solferino met fin à cette guerre entre l'Italie et la France, et Napoléon reçoit à la fin de cette guerre les régions de la Savoie et de Nice. Donc on voit que c'est une victoire française, mais c'est une victoire qui n'est pas sans conséquences puisque cela va compliquer les relations entre la France et la papauté. La papauté à ce moment-là voit avec les événements italiens un déclin de son pouvoir temporel c'est-à-dire le pouvoir exercé sur l'État italien, et en 1667, dans ce contexte un peu de déclin du pouvoir du pape, Napoléon va faire un peu volte-face, il va changer de camp, à savoir qu'il va se positionner contre les Italiens et en faveur de la papauté. Donc cette espèce un peu de revirement, on va l'attribuer plus ou moins à l'influence d'Eugénie par rapport à Napoléon, et cette influence va lui être une nouvelle fois lourdement reprochée. Ça va lui être reproché également en 1861, notamment par rapport à la situation du Mexique. La situation du Mexique préoccupe beaucoup Napoléon III, qui décide d'envoyer un corps d'expédition, car ce dernier souhaite aider les Espagnols sur place à instaurer un régime chrétien catholique. Aux États-Unis, que l'on qualifie de protestants, que les États-Unis c'est pas forcément des protestants, on le sait bien, mais en grande majorité c'est le cas. Malheureusement, cette expédition va se solder par un échec, et cet échec, en plus du cas italien, va être attribué à Eugénie, parce qu'on va estimer que c'est elle qui a poussé son époux à prendre position justement au Mexique, mais également en Italie, parce que cette dernière est une fervente catholique et pratiquante, donc les ministres et l'entourage de Napoléon se disent que c'est de sa faute justement si Napoléon a fait d'aussi mauvais choix par rapport à la politique extérieure. La deuxième régence d'Eugénie va être une régence un petit peu plus courte, puisqu'elle va assurer un rôle de régente un mois seulement, et ça va être à l'occasion d'un déplacement de Napoléon en Algérie. Il n'y a pas forcément trop de détails sur ce déplacement, mais on peut s'imaginer que c'était juste pour un déplacement officiel et qu'il fallait quelqu'un aux commandes. Le 30 septembre 1869, Eugénie est en déplacement en Égypte, mais elle est en déplacement en tant que figure de l'Empire français. Et pourquoi elle et pas son époux? Tout simplement son époux doit rester à Paris car l'Empire ne va pas très bien. Il y a quelques petits soucis, et notamment le fait que l'Empire s'affaiblit internationalement parlant par rapport justement à tous les événements autour, que les libertés énormément en France sont restreintes et que la presse est énormément surveillée aussi, mais aussi que plus ça va, plus Napoléon concentre tous les pouvoirs en lui-même, et c'est ce qui fait que ça va le mener un peu à sa perte à la fin. Sur le chemin pour aller en Égypte, l'impératrice en profite pour visiter Constantinople en Turquie, donc on voit qu'elle en profite aussi pour visiter un petit peu l'extérieur aussi de la France, notamment la Turquie. Puis le 16 novembre de cette année-là, elle arrive à Port Saïd, et notamment pour l'inauguration du fameux canal de Suez, ce fameux canal de Suez qui est un petit peu la figure justement de l'innovation de l'époque. L'architecte qui a conçu le canal de Suez, Ferdinand de Lespès, qui est un cousin de l'impératrice, et ce dernier a pu bénéficier du soutien financier justement de cette dernière. Sur place, elle y va dans un but aussi très précis, elle doit lui remettre la Légion d'honneur, et elle en profite aussi également pour visiter un peu l'Égypte
écoute et elle s'émerveille énormément du paysage égyptien et l'impératrice en sort avec des images fantastiques. La dernière grande guerre et aussi ce qui a mené à la fin du Second Empire, c'est notamment celle qui arrive en 1870. En effet, Napoléon III entre en guerre contre la Prusse. Donc on connaît malheureusement la finalité. C'est la Prusse de Guillaume Ier et de Bismarck. Bismarck qui est un peu la figure politique de ce temps-là et qui est un peu le premier ministre par excellence. Ça fait partie de ces grandes figures du 19e siècle qui est un peu la figure incontournable justement à ces cas-là. En juillet-août 1870, Eugénie assure pour la troisième et dernière fois de son existence la régence. Toutefois, les prérogatives et le rôle de cette dernière sont extrêmement limités par le cabinet des ministres et Émile Ollivier qui souhaite que l'impératrice ait le moins de pouvoir possible puisque comme je vous l'ai dit, on la tient pour responsable encore une fois des échecs militaires de son époux et on n'a pas forcément envie qu'elle mette la main sur la politique intérieure de la France et la politique extérieure. Donc on se doute bien que ce manque de confiance de la part des ministres vis-à-vis de l'impératrice est quand même dû à quelque forme d'animosité à son manque. Cette guerre, comme je vous l'ai dit, a pour toile de fond un soutien d'Eugénie avec l'opposition française d'un candidat prussien au trône d'Espagne. Malheureusement, l'armée de Napoléon a énormément de lacunes. Tout d'abord, elle n'est pas assez organisée, pas assez nombreuse, et surtout, elle est très mal armée et les stratégies militaires sont très mauvaises et tout se solde par un échec cuisant. Face à cette situation catastrophique, Eugénie va tenter tant bien que mal, et sans succès malheureusement, des alliances un peu partout pour soutenir la France et pour envoyer des troupes pour soutenir les Français. Malheureusement, ça n'aura aucun impact. En août de cette année-là, on peut souligner les défaites, on va dire, successives, à savoir Reichshoffen et Forbach, qui sont défaites des Françaises face à la Prusse. Et malheureusement, certaines solutions sont envisagées, notamment une solution de repli, parce qu'il faut pouvoir se replier avant d'être capturé. Malheureusement, on connaît le cas échéant. Et face à cette situation un peu catastrophique, Eugénie essaie de convaincre son époux, toutefois, s'il souhaite battre en retraite, de ne surtout pas se replier à Paris, car le problème qui se posera, ce sera, selon elle, une guerre civile, justement, à son retour. Donc on peut imaginer le climat de tension déjà parisien à cette époque-là. On peut imaginer tout simplement que la guerre également coûte très cher et que malheureusement, vu que ce sont des échecs sur échecs, on se dit, ben là, il y a un problème en fait. Donc c'est mieux pas que son épouse revienne à Paris, sous peine certainement de subir ce que peut-être ses prédécesseurs ont subi également, ou du moins de subir une révolution. De plus, l'opposition contre le gouvernement gronde également dans la population, donc c'est ce que je vous dis, le mécontentement est bien présent, et la bataille de Sedan va ne rien arranger puisque ce sera l'ultime défaite de cette guerre. La France va capituler le 2 septembre 1870, Napoléon va rencontrer Bismarck et malheureusement il va se constituer prisonnier. Donc l'empereur est prisonnier, qu'est-ce qu'on fait? L'impératrice est régente mais malheureusement elle a très peu de pouvoir, pour pas dire pas du tout. Donc le 3 septembre à Paris, quand l'annonce de la défaite de Sedan se fait savoir, ça va être un cataclysme monstrueux puisque la population va se soulever, appelons un chat, et elle va réclamer la déchéance de la dynastie Bonaparte. Eugénie ne veut pas abdiquer mais elle ne peut pas rester non plus, donc elle doit se résoudre à partir des Tuileries, elle doit s'enfuir parce que la foule réclame la déchéance de la dynastie. Le palais Bourbon est envahi, donc le siège, on va dire, du corps législatif est envahi, et dans ce climat, l'impératrice ne va pas subir certainement ce qui s'est passé pour Marie-Antoinette ou pour d'autres, elle va décider de partir. Donc elle va s'enfuir, on peut s'imaginer, du palais des Tuileries, elle va errer dans les rues pendant quelques temps de façon incognito, on peut se l'imaginer, et elle va chercher un refuge. Et elle va trouver un refuge chez quelqu'un peut-être dont on pourrait rien soupçonner, elle va trouver refuge chez son dentiste, le docteur Evans, qui va l'aider à partir de France, qui va essayer de mettre tout en œuvre que l'impératrice puisse partir de France. On peut s'imaginer que son fils présent soit parti d'un côté pour éviter que la mère et le fils soient pris prisonniers ou soient lynchés par la foule, on peut se l'imaginer. On peut s'imaginer tout un tas de raisons, de contexte à ce niveau-là. Donc avec l'aide du docteur Evans, l'impératrice parvient à quitter la France pour l'Angleterre. Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée puisque aucun membre de la famille impériale est présent, donc la déchéance de la dynastie Bonaparte est proclamée, donc la Troisième République est mise en place. Et Napoléon III, malheureusement, reste prisonnier et à ce moment-là, il ne sera libéré que 6 mois plus tard. Et en effet, en février 1871, l'armistice est signé entre la Prusse et la France. Donc le soulèvement de la France se fait, cette espèce de contexte mi-guerre, mi-paix. Il faut attendre 71 pour que tout se soit mis à plat. Et la clause, on va dire, en petit caractère, si on peut dire ça ainsi, la plus connue justement de cet armistice, c'est la perte de l'Alsace et de la Lorraine qu'on va récupérer
avec la guerre de 14. Avec la guerre franco-prussienne, les décisions prises préalables avant n'ont pas plu au peuple, notamment par rapport justement aux événements que je vous ai dit. La guerre franco-prussienne a peut-être été l'élément peut-être de trop qu'on va attribuer à l'impératrice. On appelait Marie-Antoinette autrichienne, elle on va l'appeler l'espagnole. Elle va être autant détestée que Marie-Antoinette en son époque, puisque elle avait tendance à apprécier l'ancienne souveraine. On va mettre sur Eugénie à ce moment-là tous les maux de la France, tout. On va tout lui attribuer, on va dire que c'est de sa faute, qu'elle a poussé son époux dans de mauvaises décisions et tout. On va un petit peu en faire un bouc émissaire à ce moment-là, et malheureusement on comprend qu'elle ait préféré fuir plutôt que quelque chose lui arrive. Par rapport justement à son mari et par rapport au fait que Eugénie a réussi à quitter la France, il faudra attendre le 19 mars 1871 pour que Napoléon III soit libéré. Il commence alors pour l'impératrice des Français un périlleux voyage en bateau dans lequel elle rencontre une tempête en cours de route. Toutefois, cette dernière ne souhaite qu'une chose, que son fils bien-aimé Louis, ou Loulou comme nous l'avons vu, qui est alors adolescent et se trouvant alors en Belgique, au moment des événements, au moment où cette dernière quitte la France, la rejoigne le plus tôt possible. Les retrouvailles entre la mère et le fils se feront sans tarder, puisqu'ils se retrouvent le 9 septembre 1870, donc peu de temps après le départ de l'impératrice pour l'Angleterre. Le 19 septembre 1870, la reine Victoria, qui est alors amie d'Eugénie et qui l'a toujours soutenue, prend alors contact avec elle et lui témoigne tout son soutien et lui accorde le fait de rester vivre en Angleterre le temps qu'il faut. Sur place, Eugénie doit trouver un logement le plus rapidement possible et elle finit par en trouver un non loin de Londres. C'est le docteur Evans, son dentiste, qui aide l'impératrice à trouver justement cette fameuse demeure de Camden Place où elle va vivre pendant quelques temps. Il s'agit d'une demeure se trouvant dans le Kent, qui est assez spacieuse et qui permet en fait d'accueillir un certain nombre de personnes. Napoléon III, à sa libération l'année suivante, et rejoint son épouse et son fils le lendemain de sa libération, soit le 20 mars 1871. Toutefois, il faut bien comprendre, peu importe le contexte qui se passe en France, Eugénie reste impératrice jusqu'à la mort de son époux, même si cette dernière a été déchue de ses pouvoirs. Donc on voit que cette volonté d'Eugénie toutefois de rester, d'affirmer qu'elle est toujours impératrice des Français, montre très bien que cette dernière souhaite que ce titre, du moins cette fonction, reste dans sa famille et surtout elle souhaite que ce titre ne lui soit pas enlevé, car c'est aussi quelque part une forme de légitimité pour elle de se trouver en Angleterre et surtout une forme de légitimité tout simplement pour de sa famille au cas où la Troisième République ne marche pas et qu'il est possible, comme ça a été le cas par exemple pour Napoléon Ier, de revenir. On peut émettre cette hypothèse comme on peut émettre beaucoup d'autres. Toutefois, il y a quand même un petit problème avec Napoléon III, c'est que ce dernier a une santé assez fragile, surtout les dernières années de sa vie. Durant l'été 1872, l'état de santé de l'ancien empereur des Français se dégrade assez vite. En effet, ce dernier souffre de calculs rénaux. Donc les calculs rénaux, ce sont comme des espèces de petits cailloux dans les reins. Et ce dernier voit plusieurs spécialistes des reins et on va pratiquer sur lui ce qu'on appelait autrefois une lithotritie, à savoir une opération qui est extrêmement douloureuse, qui consiste à broyer les calculs au sein même du corps. Alors, ils utilisaient à l'époque une espèce de grosse pince pour aller chercher directement les cailloux et les broyer. C'est assez impressionnant quand on voit l'instrument en lui-même. Cette opération a été réalisée plusieurs fois, mais malheureusement, il se trouve que cette opération n'a pas été un très grand succès, puisque le 9 janvier 1873, Napoléon III meurt de cette maladie, car les calculs rénaux à l'époque n'étaient pas soignés comme ils le sont aujourd'hui, laissant alors son épouse, sa veuve Eugénie et son fils dans un chagrin très intense, et surtout Eugénie voit disparaître un autre membre de sa famille, en premier lieu son père, rappelez-vous. Paca meurt dans les années 1870 aussi, elle meurt assez rapidement, et il lui restait que son mari et son fils. Sa mère également meurt entre-temps également. Donc Eugénie va se retrouver veuve, mais elle va avoir son fils sur lequel elle va se replier, sur lequel elle va être encore plus protectrice qu'avant. À la mort de son époux, il faut savoir qu'en France, le parti bonapartiste est toujours présent et Eugénie confie alors la direction de ce fameux parti à Rouquet. Donc il y avait toujours un parti bonapartiste à l'époque, même s'il n'était pas, on va dire, très présent, mais il existait quand même un parti politique qui souhaitait certainement le retour de la famille Bonaparte et malheureusement, Eugénie, quand elle va se retrouver veuve, va déléguer cette fonction parce que tout simplement, elle n'a pas
certainement la force s'en occuper à ce moment-là. Avec la mort de son époux, comme je viens de vous dire, elle se recentre énormément sur son fils et en 1874, Louis est majeur et il est conscient des prétentions au trône qu'il a, il est conscient de son rôle, il est conscient d'un certain nombre de choses et notamment qu'il a une certaine obligation de restaurer la famille Bonaparte sur le trône de France ou du moins d'essayer de restaurer le nom des Bonaparte, une certaine forme de légitimité. On peut supposer que le jeune homme déjà à cette époque avait déjà cette conscience de ses fonctions et du conscience certainement du pouvoir qui est sur ses épaules. En 1875, la mère et le fils, donc Eugénie et Louis, font un voyage en Autriche puis ils voyagent à Rome. Donc Eugénie reprend un peu ce qu'elle a toujours été plus ou moins, c'est-à-dire une impératrice qui avait un peu la bougeotte, un peu au même titre que sa mère et au même titre que bien d'autres figures de son époque et même après, c'est-à-dire qu'elle voyage beaucoup. C'est une femme qui a toujours aimé voyager, nous l'avons vu pour les déplacements officiels et pour certainement exorciser sa douleur, elle a décidé tout simplement de voyager avec son fils. Toutefois, ce dernier, même s'il a ce voyage, n'a pas très envie de cette vie très étriquée, cette vie on va dire un peu superficielle et il souhaite surtout avant tout honorer la mémoire de son père, ce père qui est pour lui un modèle, qui représente encore le nom Bonaparte et pour cela il va décider d'entamer une carrière militaire. Au même titre que son père, au même titre que Napoléon Ier, il va faire un peu ce que toute la lignée des Napoléons ont fait avant lui. Il décide donc de commencer une carrière militaire au sein de l'armée anglaise et non pas de l'armée française et c'est d'abord comme simple cadet de corps de cavalerie qui va commencer et pour cela il va partir en Afrique du Sud. Sa mère tente de le dissuader, lui il en a que faire et il part en Afrique du Sud avec d'autres cadets de son époque. Malheureusement, il va y avoir un événement qui va encore plus affliger l'impératrice, à savoir que le 1er juin 1879, lors d'une simple mission de reconnaissance, ce dernier va surprendre des guerriers zoulous sur son chemin et plutôt que de fuir et d'aller chercher du secours, ce dernier va décider de les affronter seul et lors d'une chute de cheval, malheureusement, il est grièvement blessé et ce dernier finira par mourir à 23 ans, non seulement d'une chute de cheval, mais également de 17 coups de saguet donnés justement par ces fameux guerriers zoulous. La nouvelle de la mort de son fils va être un énorme coup de massue pour l'impératrice, on peut se l'imaginer, qui va rentrer dans une très grave dépression et qui va porter le noir jusqu'à la fin de sa vie. Il faut bien comprendre que Eugénie a perdu son mari en 73, elle perd son fils en 79, c'est quelque chose en fait qui va lui faire perdre pied pendant un petit moment et c'est ce qui fait qu'elle va se retrouver encore une fois dans une très grande solitude, surtout par rapport à son fils qui était le centre un peu de son univers, qui était un peu le centre de toute son attention. Eugène Louis a toujours été, et ça les écrits le montrent, était un peu la concentration de son amour. Elle va s'épanouir dans son rôle de mère, elle va le protéger, peut-être pour certains très excessivement, et la perte de ce fils chéri va faire que elle va s'en remettre très durement. Un an après la mort de Louis, elle commence à remonter plus ou moins la pente, mais surtout en voyageant. Donc on voit que le voyage a toujours été, encore une fois, quelque chose d'important pour elle. Sous le pseudonyme de la comtesse de Pierrefonds, parce que bien sûr elle ne peut pas voyager sous le nom de la veuve Bonaparte, peut s'imaginer, elle se déplace incognito un peu partout. D'abord en Afrique du Sud où elle récupère la tenue de combat de son fils, qui est aujourd'hui exposée d'ailleurs. Elle va se déplacer également en Angleterre, dans le sud de la France. Elle va se déplacer un petit peu partout et en Espagne également. En Afrique du Sud, comme je vous l'ai dit, elle se rend sur les lieux où son fils est décédé et une croix a été déposée sur l'ordre de la reine Victoria, justement à l'emplacement de la mort d'Eugène Louis. Donc on voit que la reine Victoria a pris énormément Eugénie en sympathie, c'est devenu son ami, son principal soutien encore une fois, et le soir du 1er juin 1880, Eugénie va se recueillir sur la tombe justement de son fils et le 27 juillet 1880, Eugénie va revenir pour un bref instant à Camden Place, sauf qu'elle ne peut plus supporter cette maison car elle renferme beaucoup trop de souvenirs pour elle, beaucoup trop de souvenirs de son époux et de son fils décédé, et en septembre 1880, elle décide donc tout simplement de déménager et elle va s'installer dans la propriété de Farnborough, qui va être la dernière demeure qu'on lui connaît, qui se trouve dans le Hampshire, non loin de Londres et non loin de Windsor, donc toujours pas trop loin de Londres pour être près certainement de Victoria. Et à cet endroit-là, qui est un endroit extrêmement vaste, on va faire construire une église, l'abbaye de Saint-Michel, dans laquelle une crypte va être aménagée, qui va abriter justement les dépouilles de son époux et de son fils. En octobre 1881, Eugénie repart sur les routes et cette fois-ci elle va aller à Milan, elle va aller en Suisse, puis elle va aller en France. Alors là, en France, ça va être un cas assez particulier
particulier puisqu'elle doit demander l'autorisation de circuler parce que c'est une ancienne impératrice, bien entendu, c'est l'ancienne épouse de l'empereur Napoléon III et donc on peut bien s'imaginer les débordements que ça pourrait occasionner, ou du moins la venue d'Eugénie pourrait être vue soit comme un souhait de rétablir le bonapartiste, soit pour les sympathisants de Bonaparte une lueur d'espoir de réinstaurer un Bonaparte justement à la tête de la France. On peut s'imaginer toutes ces possibilités-là et elle obtient une autorisation du gouvernement de circuler en France. On peut s'imaginer qu'elle est aussi extrêmement surveillée et en France elle va aller dans les anciennes demeures qu'elle avait avec son époux, à savoir Fontainebleau, Compiègne et Saint-Cloud, avant de rentrer encore une fois en Angleterre. L'année suivante, elle revient en France, mais cette fois-ci, elle vient à Paris. En 1888, à Farnborough est enfin achevé, donc les travaux ont quand même duré un petit moment. Eugénie peut donc y déposer les dépouilles de son époux et de son fils. Donc, au moment où elle acquiert cette fameuse cité, il n'y avait pas encore l'église. L'église va être construite bien plus tard et surtout la crypte va être construite bien plus tard, mais le but final était que cela accueille les dépouilles à la fois de son fils et de son époux. La dépouille de son époux pendant longtemps a été une source de bisbise, si on peut dire ça ainsi, entre l'Angleterre et la France, puisque des descendants très éloignés de Napoléon vont demander à ce que Napoléon III soit ramené en France, et d'autres vont dire que Napoléon III doit rester en Angleterre puisqu'il est décédé là-bas. Donc jusqu'à une période très récente, il y avait justement cette volonté de rapatrier le corps de l'ancien empereur en France. Mais après, est-ce que ça a été fait ou pas? Affaire à suivre. Je vous encourage, si cela vous intéresse, à vous renseigner là-dessus. Dans le sud de la France, quand Eugénie justement y circule, elle a un coup de foudre, plutôt un coup de cœur pour le Cap Martin. Donc elle va rester dans cette région pendant un moment. Et à partir de 1895, elle fait construire la villa qu'on appelait la villa de Cyrnos. Et à partir de là, elle va faire la navette entre la France et l'Angleterre. Donc on voit qu'elle souhaite malgré tout revenir en France de temps en temps. La France a été le pays sur lequel elle a régné avec son époux. Et surtout, c'est un pays qui est en perpétuel mouvement à ce moment-là. Il y a tout un tas de choses qui vont se produire. Et surtout, c'est un pays qui évolue dans la Troisième République, qui justement a été proclamée juste après la fin du Second Empire. Au moment de la guerre mondiale, donc Eugénie était présente au moment de la guerre mondiale, ce qui n'est pas rien. Elle ouvre sa maison de Farnborough aux malades et aux blessés graves, donc aux blessés de la guerre. Donc Eugénie accueillit encore une fois par instinct de générosité et par charité justement les blessés de guerre qui étaient très souvent lourdement blessés. Et Farnborough en Angleterre devient alors également un hôpital militaire pour que les blessés y soient soignés. Donc on voit que Eugénie, au moment de la guerre et au moment de l'horreur de cette guerre, car je rappelle que la Première Guerre mondiale a été une guerre qu'on qualifie quasiment de boucherie, elle n'hésite pas à ouvrir les portes de sa maison pour que les personnes puissent être soignées, pour qu'ils reçoivent des soins, que les choses soient faites. Donc on voit que l'ancienne impératrice, malgré qu'elle n'ait plus aucun titre, malgré qu'elle n'ait plus aucun pouvoir, garde cet esprit de générosité, garde cette âme généreuse. Beaucoup d'historiens lui reconnaissent et surtout, elle s'aperçoit également de l'ampleur de ce que peut être une guerre, que jusqu'à présent elle a pu voir de loin par rapport aux guerres d'Italie ou ailleurs, mais là elle voit quand même les guerres et ses dégâts justement quasiment sous son nez. À la fin de la guerre, Eugénie entrevoit une opportunité un peu de rétablir l'honneur de Napoléon III, puisque Napoléon III a été quand même plus ou moins mal aimé après 1870, et en effet justement le 23 octobre 1870, elle avait écrit à Guillaume Ier de Prusse, une lettre qui justement, elle demandait à Guillaume Ier de ne pas prendre l'Alsace et la Lorraine. C'était des points stratégiques pour la Prusse. Toutefois, Guillaume Ier, dans sa réponse, explique très clairement à l'impératrice que l'annexion de ces deux régions était simplement une question de stratégie militaire et de rien d'autre, qu'il n'y avait pas de volonté de s'approprier d'autres régions ou pas. Donc on voit quand même que l'impératrice, même si elle avait très peu de pouvoir à cette époque-là, avait quand même fait en sorte de sauver ces deux régions qui ont été annexées, qui ont été la clause la plus connue justement de l'armistice. Et ce sont des informations certainement que l'on connaît peu, mais elle a plaidé justement sur le fait que l'Alsace et la Lorraine ne devaient pas être annexées. Guillaume Ier a fait ce qu'il a voulu, il a annexé ces deux régions pour des questions purement militaires et rien de plus. Donc on voit que Eugénie avait quand même son devoir d'impératrice très en tête, même encore à cette époque-là, son ancien devoir de souveraine encore une fois. Cette lettre, elle l'a remise à Clémenceau, qui a justement attesté que l'ancienne souveraine avait œuvré pour ceci, et donc l'Alsace et la Lorraine ont été récupérées bien entendu à ce moment-là, mais on voit très bien que Clémenceau, dans cet acte, on peut se dire que peut-être il a vu une volonté de la part de cette dernière de restaurer l'image de son mari, que les colibés qui avaient été faits n'étaient pas justifiés, on peut imaginer tout un tas de choses, mais on voit que c'était une femme déjà qui avait lourdement conscience de la gravité de la chose
à ce moment-là. Le 5 mai 1920, Eugénie rend visite à sa famille en Espagne, à Madrid. Elle rend visite à son neveu, le duc d'Albe, donc le fils de Bacca, au palais de Liria. Le 20 juillet 1920, entourée des siens, entourée de ce qui lui reste de sa famille, cette dernière toutefois se sent mal, elle ne se sent pas bien et malheureusement, elle meurt le lendemain, entourée plus ou moins de sa famille, du moins de la famille qui lui reste. Donc Eugénie meurt auprès des siens. Elle est née en Espagne, elle mourra en Espagne. Elle va mourir en fait autour de ce qui lui tenait le plus à cœur, à savoir sa famille. Eugénie a toujours été très famille, ça on peut pas le lui enlever. On voit que c'était une femme pour qui la famille était plus important qu'autre chose. On voit que le lien qu'elle avait avec son père, on voit le lien qu'elle avait avec sa sœur, on le voit des liens qu'elle avait avec son fils. C'est une femme dont la famille a toujours été, et ça on peut le lire, on peut le sentir quand les historiens l'expliquent, que c'est une femme où l'esprit a toujours été tourné vers sa famille et rien d'autre, en tout premier lieu. Le corps d'Eugénie est alors rapatrié en Angleterre et il est enterré auprès de son époux et de son fils. Toutefois, 2 ans plus tard, et on voit que Clémenceau peut-être n'a pas été très fair-play à ce niveau-là, il va refuser les obsèques solennelles à l'ancienne impératrice auxquelles elle avait droit. Donc il a fallu attendre quasi 2 ans pour que cela soit demandé et cela lui a été refusé. Est-ce que c'était une volonté peut-être de rayer d'une certaine manière la période de l'ancien empire des mémoires? Est-ce que c'était pour ne pas réveiller peut-être un sentiment bonapartiste qui était encore présent, on peut se l'imaginer, ou du moins des affinités avec le nom Bonaparte? Est-ce que c'était peut-être pour marquer une coupure également entre la période du Second Empire et celle de la Troisième République? On pourrait toutefois la réflexion. Ce qu'on peut dire de cette fin de vie d'Eugénie, c'est que sa fin de vie a été marquée par un exil très long et surtout par un exil qui est toutefois marqué d'une certaine forme d'errance. Eugénie, pour exorciser sa douleur, sa peine, va voyager énormément, elle va se déplacer énormément, qui fait que Eugénie, à la fin de sa vie, n'a pas tenu en place, et elle ne tenait pas en place déjà à ce moment-là. Donc on voit que le caractère très extravagant, très libre, très presque, on va dire, hors norme, justement, est présent de sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie. Mais le caractère généreux de l'impératrice et ce caractère justement de longévité, on a tendance à le lui oublier, et c'est très dommage parce que c'est une femme qui a beaucoup œuvré pour la France, qui a fait de son mieux avec ce qu'elle avait, qui a été vue un peu comme une espèce de mouton noir, à l'image peut-être de Marie-Antoinette du 19e siècle, et c'est très triste parce qu'on se rend compte que c'est une femme qui avait une très très grande générosité de cœur, qui a tout fait pour se faire aimer, qui a tout fait pour rester dans ses valeurs et dans ses codes. Donc on peut dire qu'Eugénie, dernière impératrice des Français, a eu une vie très longue et très riche, et surtout une vie qui lui ressemble, une vie pleine de péripéties, pleine également de douleurs. Mais moi, ce que je vous invite à travers de cette dernière partie justement, c'est de vous intéresser justement à cette impératrice qui est très intéressante et surtout presque oubliée des livres d'histoire et voire peu mise en avant. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.